Ça va le son? Est-ce que ça va le son? Parce que alors là aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi. Comme vous le constatez, il n'y a pas y a pas d'intro à proprement parler. Je suis pas chez moi, je suis pas chez moi, je suis monté à Paris pour une opération qui s'appelle Chaton violent. Ah, attendez, je vais regarder. Est-ce que vous avez entendu parler de ce truc ou pas, vous? Hein? Mhm. Ben non, ben oui, en plus à un moment je vais plus avoir de batterie, bon c'est une horreur. Hop. Oh, les revues de presse comme à l'époque, oui, tout à fait, tout à fait. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors c'est non, jamais entendu parler. Bon, en gros, là il y a, si on cherche sur Twitch, il y a une chaîne qui est en train de parler. On va la raider après, hein, on va la raider après. Attendez, peut-être je vais la chercher. Je vais me mettre en grand là pour aller fouiller et regarder un peu ce qui se branle sur leur chaîne. Et donc, hop, transition, moche. Voilà, vous voyez, il y a des gens derrière moi. Je suis, je suis dans des locaux bien connus, des amateurs de locaux, c'est une journée de stream à laquelle j'ai été convié. Alors, on va regarder sur Twitch là, tac tac tac, parce que en fait c'est une association qui a été, vous voyez, c'est pas hyper bien branlé, hein, si vous êtes pas, si vous êtes pas au courant, à mon avis vous n'êtes pas les seuls. Et il n'y a pas eu non plus un rabattage de malade pour cette opération. Non, mais je voulais. Voilà, je veux aller à l'accueil de Twitch. Ah oui, non, je veux pas m'entendre en double, ça va être très pénible. Chut, 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 chut. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Voilà. Alors, où est-ce que je vais trouver ça, putain? Et en fait, en fait, c'est un truc où ils font des tables rondes. Ils font des tables rondes sur la question des migrations, donc des exilés, etc. Tout à l'heure, on va faire un jeu de rôle avec Fibre Tigre sur leur chaîne. Donc voilà, je raiderai la chaîne à la fin de ce stream. Et l'idée, c'est des gens qui venaient de la Convention citoyenne pour le climat, qui se sont rendus compte que ce mode d'intervention-là pour le climat, ça avait bien marché, la Convention citoyenne, etc. Et qui s'était dit, peut-être qu'il y a d'autres manières de poser des débats dans l'espace public, qu'il y a des débats qui sont très très mal posés dans l'espace public, notamment celui sur les questions migratoires. Et donc, on va organiser un event pour essayer de parler des migrations autrement. Voilà. Donc moi j'ai été convié à ce truc-là, je vais participer au jeu de rôle tout à l'heure, mais j'ai proposé de moi faire un petit stream dans mon coin, comme ça après je peux les raider. Le problème c'est que je les retrouve pas. Je ne les retrouve pas sur... Ah c'est ça. Ah mais j'ai retrouvé. J'ai retrouvé la chaîne, c'est bon. Alors attendez, comment... Oh là là. Oui, je, je- je vais couper le son. Voilà. Alors attendez, je vous montre maintenant. Voilà, hop. Il y a bel et bien une chaîne. Voilà, transition, tchouk. La chaîne s'appelle Chaton Pacifiste. Vous voyez, ils ont un plateau là. Ils sont en train de faire des débats. J'ai vu Marino en parler, mais je ne savais pas que tu participais. Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps non plus que je participais, hein, donc des fois, je me retrouve dans des trucs. Tu dis oui à des trucs, et puis tu te retrouves dans des machins. Donc voilà, là je suis dans le machin, maintenant qu'on y est. Donc on va faire une petite revue de presse, nous, à l'ancienne. Ça va durer, quelle heure il est? 17h42, ça va durer 2 heures, hein, comme les revues de presse de d'habitude. Avec un petit angle quand même sur les questions migratoires, évidemment. Encore un, oui, encore un influenceur qui signe sans lire. Ouais, mais c'est pire que ça, moi j'avais même rien signé.
Euh, J'avais même rien signé, juste on m'a dit ouais, il y a un stream sur les, c'est pour parler différemment des questions migratoires, etc. Moi j'ai dit bah ouais, ça a l'air intéressant. Il y aura un jeu de rôle avec fibre optique. Je fais ah ouais cool, c'est fait par Gozulting, machin, je connais un peu, je vois, c'est ceux qui produisent Backseat, donc je vois à peu près l'équipe. Vous voyez, en fait, le plateau là sur lequel ils sont, c'est le même plateau que Backseat, c'est exactement au même endroit que Backseat. Donc c'est pour ça, moi, il y avait des gens en commun que je connaissais, donc moi je dis, bah vas-y, c'est parti. Et puis du coup, quand j'arrive, et ben en fait, il n'y a pas de PC, il n'y a pas de PC de prévu pour que je stream, et moi je viens de Lyon. Je vais pas prendre mon gros PC pour venir à Lyon, pour venir depuis Lyon à Paris. Donc je me retrouve là avec un casque de gamer, et je suis bah, là, c'est le catering, hein, je peux vous montrer derrière. C'est littéralement le catering. C'est les gens qui viennent manger. Je suis dans une petite salle avec un petit peu d'écho. J'espère que c'est pas trop violent. C'est organisé par qui? Alors, je le redis, c'est organisé par l'association pour un débat apaisé, qui est une émanation des gens qui ont fait la Convention citoyenne pour le climat et qui se disent, bah du coup, on voudrait parler aussi d'autres choses avec ce mode-là de la Convention citoyenne, ce mode de comment on peut avoir un débat apaisé sur des questions qui irritent un petit peu tout le monde. Je pense qu'on pourrait, là, il serait peut-être temps de faire un débat apaisé sur les violences policières aussi, ça pourrait être très sympa. D'ailleurs, ça va faire évidemment partie de ma petite review de ce soir. Alors, je n'ai pas mon PC, c'est-à-dire que j'ai pas mes scènes, j'ai même pas deux écrans. J'ai même pas deux écrans, j'ai un écran portable, vous voyez, ah bah je fais ça, c'est la webcam portable. Elle est pas trop dégueulasse, la webcam, on peut pas dire. Le son, je pense que ça va. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Donc rien à voir, tu arrêtes Backseat. Non, bah non, c'est juste qu'il y avait des grèves. Il y avait des grèves de train qui étaient assez souvent le jeudi. Et moi, je viens le jeudi pour aller à Backseat. Voilà. Donc on est bien, c'est bon. Son encore bas. Bah écoutez, moi je peux pas le monter. Donc vu qu'il n'y a que moi, je suis la seule et unique source. Il n'y aura pas d'autres sources, je vais pas mettre des trucs en plus. Je suis la seule et unique source, vous pouvez monter le son global. Voilà. Oui, ça fait longtemps. En effet, bah, maintenant je fais surtout des lives quand il y a des occasions un peu exceptionnelles. Je sais pas, il y en aura plus l'année prochaine, mais là j'ai vraiment, je pense que vous l'aviez compris de vous-même, une grosse année, une année compliquée et une année bien remplie. Alors là il n'y a pas eu de OLG depuis un certain temps, j'étais pas à Backseat depuis un certain temps, il n'y a pas eu de portrait depuis un certain temps, rassurez-vous, puisque la semaine prochaine il y a un portrait, un ELG et je vais à Backseat. Voilà. Donc le portrait, ça veut dire qu'on a bossé dessus depuis avant, hein, donc un portrait d'une demi-heure. J'ai regardé les rushs, enfin j'ai regardé la version pré-montée aujourd'hui. J'ai à peu près validé la V1. J'ai à peu près validé aussi le OLG de lundi qui est monté aussi et qui lui fait carrément 20 minutes. On est sur un OLG de 20 minutes, dont le titre, le titre du OLG de lundi, c'est Est-ce que vous condamnez les violences? Donc on va s'exposer à des poursuites de Darmanin, je ne sais pas comment ça se passait, mais voilà, on va parler un peu de plein de trucs. C'est sur qui le portrait? Je l'ai pas mal dit un petit peu sur Twitter. C'est sur Nicole Notta. Alors ça c'est génial parce que là on a un calendrier formidable. J'avais quand même prévu, donc Nicole Notta c'était la secrétaire générale de la CFDT pendant les grèves de novembre-décembre 95. Donc la CFDT qui trahit-elle tout le temps, etc. On va parler de l'histoire de la CFDT pour que vous compreniez mieux Laurent Berger, pour que vous compreniez mieux pourquoi les gens se méfient et attendent toujours que la CFDT trahisse. Donc on va revenir là-dessus. Et puis surtout, à l'heure où Sophie Binet est la première secrétaire nationale de la CGT, eh ben, la première femme qui a incarné un syndicat, une confédération syndicale à l'échelle nationale dans le pays, c'était Nicole Notta. Et ça suppose évidemment tout un tas de sexisme et d'attaques qu'elle s'est prise à l'époque. Ça n'empêche pas qu'il y a énormément de critiques à faire sur son mandat, et vous allez voir que ça pose plein de questions. Ça va être, à mon avis, un bon portrait, il me semble. Hein. Je pense quoi de l'élection de Sophie Binet? Mais moi, Sophie Binet, je la voyais déjà. Alors, moi, il y a un truc, ôtez-moi d'un doute, hein. Mais j'ai beaucoup vu de gens qui disaient Sophie Binet, bon, ça fait bizarre d'avoir c'est une CPE, je crois. Ça fait bizarre d'avoir une CPE, donc une cadre. Enfin, c'est des petites cadres, hein, les CPE quand même. Hein. Ça fait bizarre d'avoir une CPE à la tête d'un syndicat ouvrier.
CGT, c'est la Confédération Générale des Travailleurs, de tous les travailleurs. Donc, il peut y avoir des cadres là-dedans. Si on, bah, ça veut dire que la CGT, c'est que les ouvriers, ça veut dire que c'est pas les employés. C'est-à-dire que les meufs, si ça avait été une femme de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, pareil, c'est pas une ouvrière, ça marche pas. Bizarre quand même, enfin bizarre. Non, moi, en tout cas, je cringe pas a priori de, du choix de Sophie Binet, qui est quelqu'un que j'ai déjà beaucoup entendu sur les plateaux, sur France Culture, chez C'est ce soir avec Karim Rissouli. L'épisode où on parle de Nicolas Framont là, avec l'abécédaire, où on a fait l'abécédaire sur les retraites. Il y a Sophie Binet dedans, et vous pouvez l'entendre déjà parler. Donc moi, Sophie Binet, a priori, j'ai pas de réticence. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit, en plus c'est une vraie féministe pour le coup. Il y en a d'autres qui pourraient aussi vous dire que c'est une abolo et que du coup ça ne va pas favoriser des rapprochements avec les TDS et le monde du travail, du sexe notamment. Ça c'est vrai, il y a des critiques à faire, mais c'est vrai que la critique de c'est pas une ouvrière, j'ai un peu du mal à la comprendre. Je sais pas, est-ce que Arlette Laguillet c'était une ouvrière? Et pourtant c'était lutte ouvrière le truc, hein. Arlette Laguillet c'était pas une ouvrière, c'était une guichetière de banque. Donc voilà, bon, il me semble. Ancienne PS, oui elle a été un peu au PS, mais enfin bon. Il paraît que c'est plus les mêmes, et puis voilà quoi, bon. On va voir, on va voir. On va voir, mais a priori, moi je préfère quand même un peu ça à Olivier Matteux, parce que Olivier Matteux, j'avais mes petites réserves évidemment. Nathalie Arthaud, c'est une prof. Bah oui, Nathalie Arthaud aussi, c'est une prof. Moi je suis commercial dans une start-up, si c'était moi à la tête de la CGT, ce serait bizarre. Sophie Binet, ça va. Ah, voilà. Une ex-PS, bah, voilà, c'est ça, Méluche aussi, c'est un ex-PS. Sophie Binet est bien plus dans l'affrontement que Martinez, c'est déjà rassurant. Bah vous avez compris, hein, vous avez compris que c'est oui, voilà, il montre le nom de l'opération d'aujourd'hui, c'est l'opération Chaton pacifiste. Alors attendez, hop, la transition moche. Qu'est-ce que je disais d'autre? Je disais Sophie Binet qui a un peu incarné un compromis entre la ligne un peu plus dure et surtout une ligne qui contestait le virage un petit peu, le rapprochement avec les assos, avec les écolos, avec les féministes. Ça, c'était contesté chez Martinez. Il y en avait d'autres qui étaient plus class first, bourrin. Et Sophie Binet a incarné du coup un petit peu un entre-deux qui a permis de trouver une issue à ce truc-là plutôt que d'avoir une CGT complètement divisée en deux. On voit du monde derrière toi, c'est bon pour eux. Bah écoute, normalement ils sont prévenus, hein. Et puis normalement ils participent aussi à l'event. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais dit donc programme on a fait. On a dit donc il y a cette semaine normalement il y a un portrait. C'est pas dit qu'il sorte cette semaine d'ailleurs parce que des fois Blast je sais pas ce qui branle mais des fois ça sort pas quand il faut. Ah oui il y a toujours il y a aussi moi je travaille sur les marioles aussi ça m'a un peu fait prendre du retard sur d'autres trucs on va dire. Donc c'est pour ça qu'à la rentrée à la rentrée de septembre il faudra que j'ai un planning un peu plus clair là parce que là j'ai voulu un peu faire trop de trucs. Mais je suis de retour dans Backseat normalement jeudi. Il me semble que l'invité ça va pas être zinzin, je crois que c'est un LREM. Mais bon, depuis le début de l'année, moi je suis là que quand il y a des gens de gauche, donc pour l'instant c'était un peu tranquille. Peut-être qu'il faut que je sois là de temps en temps quand il y a un LREM. J'espère que c'est pas Marlène Schiappa quoi, c'est tout. On va voir. Chaton avec un plateau, ils ont 50 viewers et toi 1300 et ça monte dans leur backstage. Ah ben allez voir leur stream, hein. Je sais pas si il y a grève jeudi. Mais non, c'est mardi. Non, c'est jeudi. Attendez. Attendez, il y a encore une nouvelle journée. Ouais, mais après bon, on va la tenter quand même parce que mine de rien, il devrait y avoir un TGV supprimé sur 3 à tout péter. Je vais peut-être me glisser dans les deux autres. Ouais, c'est jeudi. Bon bah vous voyez, j'ai pas c'est toujours jeudi qui m'empêche de venir à Backseat. Là, j'étais assez triste de pas voir oh là là, les cheveux. J'étais assez triste de pas voir Laurent Berger. Parce que vous imaginez, j'avais passé la semaine à bosser sur Nicole Nota et je rate Laurent Berger. Alors que j'étais chaud sur le Laurent Berger. Pourquoi des réserves sur Matteux? Il me semble que c'est Mathéou normalement, hein. Mais je sais pas, tout le monde dit Matteux, il y a un consensus pour dire Matteux. Bah parce que c'est un style, oui, voilà, c'est ça. Matteux, c'est un peu un style, je crois. C'est pour ça qu'il y a des réserves. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que ça se calme le mouvement de contestation? Bah je suis pas sûr.
prendre le train un jour de grève, ça fait pas social traître. Écoute, si c'est pour venir à un backseat, on va dire. Bon, c'est quoi le programme là? Je vous ai fait un programme normalement. Oh putain, allez, je vous ai dit, j'ai pas mes scènes. Alors du coup, c'est triste, il n'y a pas de musique. Le truc qui résonne un peu. Euh, je suis perdu. Et surtout, j'ai qu'un écran. J'ai qu'un écran. Je sais pas comment les gens streament avec un seul écran. Ce bordel. C'est quoi l'event? L'opération chaton pacifiste. Ah oui, alors j'ai pas fini sur ce truc de l'opération chaton pacifiste. Revenons sur le plateau. Ils sont en train de parler donc du coup des migrations et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde, mais je pense que il y a un truc qui a été un peu merdé dans l'implication des streamers. Peut-être qu'ils se sont juste dit on va lancer un stream et puis ça va bien se passer. Mais si vous voulez lancer un stream, c'est vrai qu'il faut vous reposer sur des commus qui sont déjà là. Et c'est pour ça que moi j'ai dit bah du coup je vais streamer de mon côté et puis après je vous raiderai. Donc voilà, je fais ça là pour l'instant. Chaton pacifiste, c'est ça. Alors là, de quoi il parle, je sais pas, parce que j'ai qu'un écran, donc il faut que je regarde un truc tout petit. Opéra gna 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 pour une convention citoyenne sur la migration. Ah oui, puis il y a une pétition, il y a une pétition à signer pour demander à ce que se tienne une convention citoyenne sur les questions migratoires. Donc il faut la signer sur, je sais plus, change.org, j'en sais rien. Alors moi c'est vrai que le truc des pétitions, c'est pas trop mon truc. Le truc des... Alors chaton pacifiste, c'est l'idée que en fait il y a des trucs pour troller l'extrême droite un petit peu, sauf que dès qu'on les énerve, on leur envoie des chatons, et puis il y en a qui sont derrière des PC à envoyer des chatons à des gens d'extrême droite pour un débat apaisé et tout. Bon, c'est un délire. Moi, moi, c'est pas exactement comme ça que je parle avec l'extrême droite. Mais c'est pas juste le sujet. Mais voilà, bon. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que voilà, ce que je soutenais et ce que je trouve en rapport avec le moment qu'on est en train de vivre. Oui, c'est un peu alambiqué. Hein. Moi non plus, j'avais pas tellement compris au début le truc des chatons, le rapport avec l'immigration et tout. Je le dis honnêtement, hein, je le dis honnêtement. Moi, je soutiens l'idée, par contre, qu'on ait des modes de délibération un petit peu différents dans un pays qui commence à accuser un net déficit de démocratie et d'espace de délibération, de dialogue et de délibération. Voilà. Donc, il me semble que ça, c'est pas mal. Donc c'est surtout ça que je soutiens dans ce moment-là. Ça, évidemment, d'avoir un autre discours sur l'extrême, pas sur l'extrême droite, mais sur l'immigration, ça, il n'y a évidemment aucun problème. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire maintenant, si j'arrive à switcher de fenêtre. Merde. Un seul PC, quoi. Un seul PC. On va commencer par la leçon inaugurale de Didier Fassin au Collège de France. Ce qu'on appelle crise est toujours une construction sociale. Attention, c'est le wokisme en action. Dans un extrait de la leçon inaugurale qu'il a prononcée jeudi soir au Collège de France, l'anthropologue, sociologue et médecin propose une réflexion sur le langage que les sociétés déploient face aux crises et ses effets sur la démocratie. Alors Didier Fassin, c'est le frère d'Éric Fassin, qui a un parcours un petit peu atypique parce qu'il était vraiment médecin. Et puis au bout d'un moment, son frère, c'est le sociologue, il s'est intéressé, il s'est dit ah, bah, en fait moi je veux faire des sciences humaines plutôt. Et il est parti, il est devenu anthropologue. Il avait notamment écrit un bouquin que j'avais cité dans Mes chers contemporains sur la police, qui s'appelait la force de l'ordre ou un truc sur les flics. Où il avait fait justement une petite étude anthropologique des flics, notamment de ceux qui font des tournées dans la rue la nuit. Voilà. Et le bouquin était vraiment bien. Donc Didier Fassin a été nommé au Collège de France. Il a une chaire, du coup, j'imagine, d'anthropologie. Il est carrément anthropologue, sociologue et médecin, ça va. Tu peux laisser des doctorats pour les autres aussi, sinon. Hein. Et donc, là, il nous fait une tribu. Son dernier bouquin, non, c'est sur ses cours au Collège de France, porte sur la notion de crise. Est-ce qu'on vit, par exemple, en fait, à partir du moment où tu as dit il y a une crise migratoire, bon, bah, faut la régler, la crise. Est-ce qu'il y a vraiment une crise migratoire? Qui choisit d'appeler quoi crise? Quand est-ce qu'on commence à parler de crise? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise du capitalisme? Qui détermine le premier qu'on est dans une crise du régime ou d'une crise de la démocratie? Qui nomme les crises? C'est en ça qu'on peut dire que la crise est toujours une construction sociale. C'est quelque chose qu'on... Donc voilà, on va regarder ça ensemble. C'est une tribune de Didier Fassin dans Le Monde.
Et ça parle, il me semble en particulier. C'est celui qui dit que les baqueux s'ennuient, oui, c'est ça. Et ça me semble pas mal pour démarrer sur cette idée de crise migratoire. Déjà interroger l'idée de crise. Ensuite, Le Monde Diplo, un article de mai 2022, on remonte un petit peu. Quand le droit des étrangers devient la règle pour tous. Compliqué et fluctuant, le droit des étrangers est souvent mal connu, autorisant l'extrême droite à dénoncer un prétendu laxisme de l'État français. Un examen plus minutieux montre au contraire la sévérité d'une législation qui n'a cessé de se durcir et qui parfois a servi de laboratoire. Certaines mesures restrictives, d'abord expérimentées sur les migrants, ont fini par être élargies à l'ensemble de la population. Tout à l'heure, il y avait un plateau avec un entrepreneur qui était en France depuis 17 ans et qui racontait que malgré les 17 ans qu'il a passé en France, eh bien, il est toujours rappelé pour ses titres de séjour à la préfecture et que tous les 18 mois, je crois, je ne sais plus ce qu'il disait, eh bien, faut qu'il réapprenne les nouvelles procédures parce qu'en France, on fait une loi sur l'immigration à peu près tous les 2 ans. Et que donc tu es soumis un peu à un arbitraire juridique, un arbitraire politique aussi, parce que quand est-ce que les politiques vont décider de faire une nouvelle loi, de durcir les critères, d'accorder des droits d'asile ou pas, de naturaliser ou pas, les règles changent un peu tout le temps, et donc le droit des étrangers, c'est un domaine du droit qui est extrêmement précaire en fait pour les comment on appelle ça? Ça a un nom hein, en droit, pour les justiciables, non? Ouais, un truc comme ça, enfin je sais pas. Et puis ça c'est pas mal parce que moi tout à l'heure quand on va faire un jeu de rôle, on va faire un jeu de rôle avec donc Fibre Tigre qui va animer évidemment le jeu de rôle. Le jeu de rôle ça va consister à, il y a des joueurs qui vont incarner, des joueurs et des joueuses qui vont incarner des migrants et qui ont un background et tout, qui ont un personnage, et qui vont demander l'asile, qui vont demander, ou peut-être même la naturalisation, à un juge. Moi, je serai l'avocat. Je serai l'avocat qui va essayer de prendre leur dossier, de leur dire, écoute, comment on la négocie celle-là devant le juge. Je vais leur demander de me raconter leur histoire, de me raconter, et puis moi je vais voir avec, c'est un jeu de rôle qui a été élaboré avec une vraie juriste sur ces questions-là, et on va regarder on va regarder un petit peu les dispositions actuelles du droit qui font que bon bah on peut avoir l'asile ou pas, ou même un titre de séjour hein, ou la naturalisation, ça dépend de ce qu'ils demandent. Le juge aura, les deux juges, il y aura 2 juges qui auront eux aussi, alors ils ont un avantage sur moi, c'est que eux ils auront un dossier des renseignements généraux sur la personne, des fois il est vide, des fois il y a des trucs que ça se trouve la personne m'a pas dit, et l'idée ça va être de voir un petit peu comment comment se juge ces choses-là, avec une sorte de mise en situation, un petit jeu de rôle qui sera à 20h30 sur la chaîne des chatons pacifistes du coup. Donc quand je vais streamer, quand je vais raider, ce sera là-bas qu'il faudra aller si vous voulez voir ce jeu de rôle. Donc je serai l'avocat des exilés en somme. Et ça, ce sera à 20h30. Donc du coup, c'est pas mal de réfléchir un petit peu avant sur cette notion du droit des étrangers. Et puis ensuite, bon, bah, on va peut-être quand même revenir un petit peu sur l'actualité française qui est quand même extrêmement chargée. Alors évidemment, moi j'y reviendrai lundi dans OLG, un gros OLG de 20 minutes, hein, on va parler des violences, hein. Est-ce que vous condamnez les violences hein? Ce sera même le titre de l'épisode. Donc est-ce que j'aurai une tenue d'avocat? Non, je pense pas. Je crois par contre que les juges vont avoir une tenue de juge, ça c'est vrai. Mais il y a eu plein de trucs hein, cet après-midi sur la chaîne. C'est vrai que ça n'a pas été extrêmement médiatisé, mais il y avait Utopia 56, ouais, il y avait des exilés, etc. Et donc voilà, je vous encourage, si vous voulez des discussions plus sérieuses, à aller là-bas. J'espère que je leur ai fait monter un petit peu le trafic là. Ensuite, bon, bah, puisqu'on est dans l'arbitraire, le droit et la répression policière, un petit reportage de Mediapart de Sarah Berthe, Dan Israël et Antoine Rouget. Les arrestations arbitraires se sont multipliées lors des manifestations organisées après l'utilisation du 49.3 pour passer la réforme des retraites. Mediapart a rassemblé les témoignages de 3 personnes ayant été arrêtées lors de la soirée de mobilisation du 20 mars à Paris. Comment ça se passe quand on est interpellé? On a vu sur France 2 des images assez étonnantes hein, dans Envoyé spécial, qui a diffusé un petit reportage pendant la soirée de l'événement présenté par Caroline Roux. Et on voyait des jeunes qui étaient des étudiants, quoi, qui étaient des gens sans doute un petit peu comme vous, un petit peu, d'ailleurs plus comme vous que comme moi d'ailleurs, et qui étaient allés un peu brûler des poubelles dans les rues, dénoncer le 49.3, notamment l'utilisation du 49.3. Et bon, il y en a qui ont fini mal la nuit. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour eux. C'est quoi concrètement être interpellé? Parce qu'on se dit, bon, ça veut dire, bon, allez, tu fais 24 heures de GAV, parfois juste 10 heures, parfois 48.
Est-ce que tu as le droit à un avocat, pas un avocat? Comment les policiers te parlent? Ça, on a vu un petit peu comment ils parlaient aux interpellés, puisqu'il y a eu ce fameux enregistrement qui a filtré, cet enregistrement de la Bravem. Mais bon, ça peut être intéressant d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, si on est un petit peu chaud, on va peut-être revenir sur cette idée de monopole de la violence légitime, la foire au contresens. Bon là c'est le camarade Fabien, hein, Fabien Escalona de Mediapart qui nous a sorti un petit article sur le sociologue Max Weber qui est régulièrement enrôlé dans des tentatives de minimisation ou de justification des violences policières. Il s'agit d'un détournement de son œuvre alors que ces violences découlent précisément d'un défaut de légitimation du pouvoir actuel. On va voir ça juste après, ça c'est très bien parce que c'est une petite remise à niveau pour tout le monde sur pourquoi il parle de violence légitime, qu'est-ce que ça sous-entend, pourquoi c'est mal utilisé aujourd'hui, comment bien utiliser la notion. Et on terminera sur les perspectives. On est dans l'IB cette fois-ci. Manifestation, violence contre les opposants à la réforme des retraites. À Paris, les étudiants veulent une riposte pacifique. On reste dans les chatons pacifistes, là, je sais pas quoi. Malgré un premier pas du gouvernement, les étudiants ne s'estiment pas dupes et comptent bien poursuivre le mouvement. Ils ont pris part ce jeudi à une manifestation contre la répression policière et les attaques de l'extrême droite. Il y a eu une manifestation qui, cette fois, oui, voilà, c'était pas la manifestation du soir, réforme des retraites. Là, on est engagé dans quelque chose d'autre où on est en train de parler, oui, à nouveau de répression policière, à nouveau de droit, de régime et d'extrême droite, parce que les attaques de l'extrême droite se multiplient dans les facs en France. Voilà pour aujourd'hui. Ce sera les 5 articles du jour. Moi, j'ai déjà soif à force de parler non-stop. Je vais me chercher un verre de jus de pomme, parce qu'il y a du jus de pomme. Ça, c'est les événements organisés par les écolos, les pacifistes, les actions non violentes, les machins. Il y a toujours du jus de pomme et des sandwichs VG. Voilà. Bon. Ah, c'est pas Fabien Roussel, hein. Attendez, je reviens, je vais juste me chercher à boire et je reviens. Vous condamnez les violences quand même? Ouais. Non, vous condamnez pas les violences. Ok, très bien. Non, mais très bien. Ce sera retenu contre vous. Bon, ils condamnent pas les violences. J'aurais demandé. Qu'est-ce que je disais? Oui, on aurait pu. Il y avait plein de sujets, hein, en vrai. Il y avait Sainte-Soline. Mais on va commencer sur le thème du jour, parce que je vous le redis, c'est un stream pour parler, pour seconder un petit peu l'opération chaton pacifiste. Non, je suis pas au siège de LV, mais c'est pas loin. Ça aurait pu, ça aurait pu. Euh, pas un verre, même pas un verre en carton. Mais bien sûr que c'est un verre en carton. T'as cru quoi? C'est un verre en carton, ça, c'est pas du plastique. Ah non, 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 je déconne pas, hein. On est vraiment avec des CSP plus blancs, quoi. Mais, mais bon, ça va. À la base, c'est des gens qui viennent aussi un peu des civic tech et ouais, des réseaux écolos, ANV COP 21, des trucs comme ça. Mais oui, oui, comment ça en carton? Il est même pas réutilisable, mais je sais pas, il doit être en carton recyclé. Chut, ils sont derrière toi. Tu live avec ton PC? Non, c'est pas mon PC. Un verre en verre, c'est bien. Ouais, je sais. Mais bon, faut croire que c'est pas assez rustique, le verre en verre. Moi, j'aurais pu venir. Moi, j'ai des cups, là, vous savez, des trucs en plastique, là, sur les festivals. J'en ai France Insoumise et j'en ai Europe Écologie Les Verts. Bah, j'aurais dû prendre celui ELV, ouais. Est-ce qu'il est mangeable, le verre en carton? Sans doute, sans doute, sans doute. Et j'espère qu'il y aura un happening avec Marine Tondelier qui dépose des fleurs. Je m'étais un petit peu moqué de Marine Tondelier, je me suis fait tomber dessus par des gens qui ont dit ah c'est pas très féministe de se moquer de Marine Tondelier, juste parce que il y avait le truc des fleurs là pour les flics. Moi c'est vrai que c'est pas trop mon langage. Et par contre c'est vrai que ça fait bien langage justement non violent, blanc, écolo et tout. Et, et le lendemain, par contre, j'ai vu Sainte-Soline et le bordel. Elle a assuré de bout en bout Marine Tondelier sur tout le reste, hein. Donc force à Marine Tondelier, soutien à Marine Tondelier
Par contre, ça va, j'ai juste dit... ah oui, oui, j'ai juste dit peut-être que les flics ils méritaient pas toutes ces fleurs finalement. Choqué et déçu, voilà, j'ai juste dit ça. Mais bon, je me suis fait tomber dessus. C'était pas le moment d'attaquer une femme. Donc, bon, très bien. Mais j'attaquais pas une femme. Mais le problème, c'est que c'est quand même la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Donc si quand c'est Jadot, ça passe, mais je peux rien dire quand c'est Tondelier, ça va poser problème au bout d'un moment, quoi. Surtout que je suis pas en mauvais terme avec Marine Tondelier. Bref. Donc force à Marine Tondelier, parce que tout ce qu'elle a fait derrière, par contre, GG, quoi. La date du prochain OLG, bon, il y en a qui sont arrivés en cours de route. La date du prochain OLG, c'est lundi, voilà. Tout simplement. Pas très cool de traiter les gens qui t'hébergent de blancs. Mais c'est pas une insulte, c'est un fait. Alors, commençons par la leçon inaugurale, parce qu'autant inaugurer avec une leçon inaugurale, de Didier Fassin, professeur au Collège de France. Didier Fassin, anthropologue, sociologue, médecin, quand même, propose une réflexion sur le langage que les sociétés déploient face aux crises et sur ses effets sur la démocratie. Donc je vous le disais pour ceux qui étaient là au début, qu'est-ce qu'on appelle une crise? À partir de quand on commence à appeler un truc une crise? Qu'est-ce que ça veut dire d'appeler un truc une crise? Par exemple, bon, il est assez couramment admis que nous serions dans un moment de crise migratoire, crise de l'accueil, vont dire d'autres. D'autres vont dire il n'y a pas de crise, je suis désolé, ça dépend comment on le regarde, mais normalement non, il n'y a pas de... Si vous appelez ça une crise, voilà, on pourrait parler aussi de crise de la démocratie, on pourrait parler de crise de l'état social, on pourrait parler de crise des services publics. Bon, on peut parler de plein de crises, la question c'est qui nomme les crises, qui décrète les crises. Ça, c'est pour ça que Didier Fassin parle de construction sociale. Ce qu'on appelle crise est toujours une construction sociale, nous dit Didier Fassin. Voici une tribune qu'il a signée pour Le Monde. Alors, au début de son livre, oh putain, c'est en allemand direct. Legitimationsproblem im Spectapic... Quoi Spectapitalismus paru en 1973, Raison et légitimité, problème de légitimation dans le capitalisme avancé. On le reprend. Legitimation Probleme in Spectapitalismus. Bref, j'espère qu'il n'y a pas trop de germanophones dans le... Bon, bref, le philosophe allemand, évidemment, Jürgen Habermas, propose de définir ce qu'est une crise. Donc, philosophe allemand, un grand penseur de l'école de Francfort, hein, il me semble, Habermas. Je ne suis pas spécialiste en philo, hein, mais c'est penseur de la démocratie européenne post-seconde guerre mondiale, si vous voulez. Habermas, il propose de définir ce qu'est une crise. Pourquoi j'ai plus le chat là? Qu'est-ce qui se passe, moi? Oh là là, gestionnaire de stream, oui. Presque aussi bien que l'accent alsacien, bah ça c'est sûr. C'est sûr. Check pour capitalismus. Donc Jürgen Habermas, il dit deux composantes sont indispensables pour définir une crise. L'une objective, l'autre subjective. Il ne suffit pas qu'un problème se pose à la société, encore faut-il qu'il soit appréhendé comme tel. On le comprend aisément dans le cas du changement climatique. C'est-à-dire que le problème est là depuis longtemps, mais il faut qu'à un moment, il y ait une prise de conscience et que des relais actifs dans l'opinion publique commence à dire il y a crise avant que on commence à penser ça comme une crise et non pas comme un problème lointain ou autre chose. Non, la crise c'est le moment intense. Pendant longtemps, la question du réchauffement de la planète est demeurée confidentielle, au moins jusqu'à la création en 1988 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et la tenue du sommet de Rio en 1992. Même alors, le problème et ses conséquences ne semblaient guère perçus par le public et les responsables politiques, d'autant que controverse et déni en fragilisaient la reconnaissance. Controverse et déni en fragiliser la reconnaissance. Ce n'est que récemment que le changement climatique est devenu un objet à la fois de savoir partagé et de préoccupation commune, même s'il demeure des disparités en fonction des pays et des générations. Ce passage de l'objectivation à la subjectivation a supposé une traduction de la science vers l'opinion, grâce à des chiffres et des graphiques, des photos de glaciers en voie de disparition et d'ours isolés sur des icebergs, la mobilisation d'associations de défense de l'environnement et de partis écologistes, l'expérience de phénomènes météorologiques extrêmes, ça c'est vraiment le dernier point, parce que les images d'ours isolés sur les icebergs, des photos de glaciers en voie de disparition, on les a depuis longtemps, les chiffres et les graphiques, on les a aussi depuis longtemps, même les prévisions, on les avait depuis longtemps. Les écolos, les associations de défense de l'environnement, pareil, c'est les années 70.
Par contre, l'expérience concrète des phénomènes météorologiques extrêmes, elle est assez récente et il a fallu tout ça pour qu'on en arrive à pouvoir dire à un responsable capitaliste politique, pouvoir lui dire, je suis désolé Macron, là il y a une crise. Aujourd'hui, ils nous disent oui, oui, on va tout faire, vous en faites pas, on a compris. Avant, ils nous disaient oui, 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 c'est ça. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, je suis d'accord, mais il y a une petite nuance quand même. Maintenant, ils sont obligés de présenter un plan pour l'eau quand même, il y a un truc comme ça. Alors, nombre de situations critiques correspondent ainsi à cette conjonction des deux processus. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a dissociation entre les deux phénomènes? La subjectivation d'une crise sans son objectivation, ou l'objectivation d'une situation critique sans sa subjectivation. Alors la subjectivation d'une crise sans son objectification, je vous donne un exemple très concret. Les flics sont persuadés que les manifestants sont de plus en plus violents, qu'il y a une crise de la violence des manifestants. Alors que si tu regardes les chiffres, les agressions, les machins, les blessés, les morts, surtout les morts, si tu regardes les morts de flics, qui tue des flics? Là, ils étaient là à Sainte-Soline à nous dire, on veut tuer, ils sont venus pour tuer du flic. C'est pas vrai, il n'y a pas de flics de mort, personne n'est venu avec des grenades ou des armes de poing, ou vous voyez, des armes pour tuer des flics. Je veux dire, bon, ça n'est pas arrivé. Or, dans les années 70, on se tirait dessus dans Paris, même dans les années 80, des braquages, des machins, on tirait à armes réelles dans Paris. Et les flics mouraient. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc là, on peut objectiver que les gens à l'époque tuaient du flic, qu'aujourd'hui on tue beaucoup moins de flics. Donc là, il y a une subjectivation d'une crise perçue, une crise de la violence des manifestants, la violence, je sais pas, des quartiers populaires. Et puis, il n'y a pas l'objectivation, mais il y a une subjectivation. Et si cette subjectivation, elle est commune, si les flics le perçoivent, enfin le pensent, mais qu'ils arrivent à faire passer leurs affects à des heures de grandes écoutes, dans des émissions, à travers des dispositifs, etc., cette crise, elle peut être partagée. On peut avoir tous l'impression que les manifestants sont de plus en plus violents, et donc il y a une crise de ça, quoi. Ou l'objectivation d'une situation critique sans sa subjectivation. C'est-à-dire, par exemple, l'objectivation, on peut constater une crise des services publics, aujourd'hui, en France, mais est-ce que les gens se lèvent le matin en se disant, il y a vraiment une crise des services publics? Est-ce que quand ils emmènent leurs gamins à l'école tous les jours, ils se disent, c'est la crise des services publics, il y a une crise de l'éducation nationale? Bon, la crise des hôpitaux, c'est peut-être un peu plus acquis, mais bon, voilà. Donc, voilà. Objectivation, subjectivation, vous voyez la nuance. Le 10 juin 2018, un navire affrété par l'association SOS Méditerranée, avec à son bord 629 naufragés en provenance d'Afrique subsaharienne, se voit refuser l'accès au port italien par le ministre de l'Intérieur. On est sous Gérard Collomb à l'époque. C'est là un nouvel épisode de la criminalisation des organisations de sauvetage en mer. Alors que la situation sanitaire sur le bateau devient alarmante, l'incident génère des tensions entre les États européens qui finissent par trouver un accord durcissant les politiques de l'immigration. Évidemment, c'est toujours la réponse à tout. Nulle part dans le document ne sont mentionnés... Oh, petit rototo, pardon, excusez-moi. Oh, dans le micro bien près, quoi. Ouh. Excusez-moi. Nulle part dans le document ne sont mentionnés les 15 000 morts dans la Méditerranée au cours des 5 années précédentes. 15 000 morts en 5 ans. Il n'est pas plus fait état... Donc ça, par exemple, c'est une crise aussi. Tu vois. Sauf si tout le monde s'en branle. Si tout le monde s'en branle, c'est pas une crise. Et il n'est pas plus fait état de la considérable baisse des arrivées sur le continent européen par la mer, dont le nombre annuel est 10 fois moins élevé que 3 ans auparavant. Normal, c'est 2015 qui a eu de grands mouvements de population, alors qu'en 2010, c'est 2018, voilà, ça s'est considérablement tassé. Largement relayée par les médias, cette crise n'a pourtant aucun fondement démographique, elle est un fait subjectif sans substrat objectif. 3 ans plus tôt, tandis que l'Union européenne semblait mise en péril par la présence sur son sol de 1 million de demandeurs d'asile, soit seulement 2 millièmes de sa population, l'Afrique du Sud, où je conduisais une enquête sur ce thème, en dénombrait au moins autant avec une démographie pourtant 10 fois plus modeste. Ah ouais, ça veut dire qu'il y avait... Oui, bah de toute façon, c'est ce que disent souvent les chercheurs sur ces questions-là, c'est-à-dire que les migrations nord-sud sont sud-nord sont beaucoup moins importantes que les migrations sud-sud. Voilà, et que c'est l'émigration sud-sud qui concentre la plupart des flux dans ces pays qui ont des guerres, des famines, des situations économiques. C'est moi le son du stream est bas. Non, faut le monter, faut le monter. Ou alors je parle comme ça. Ah, mais c'est peut-être mieux comme ça, non? Et moi j'avais peur que ça fasse trop mes bruits de bouche. Donc j'étais comme ça depuis tout à l'heure. Ok, ouais, puis après j'aime pas parce que le micro il est vraiment près de ma bouche et c'est pas mon casque, c'est-à-dire que là je suis en train de me... il y a des bactéries pas à moi sur ce micro, tu vois. Et oui, bon bah tant mieux, tant pis, tant pis.
Donc, ok, je comprends que là, c'est mieux. Très bien. Bon, 3 ans plus tôt, donc qu'est-ce qu'on a dit? On disait quoi? Largement relayée par les médias, cette crise n'a pourtant aucun fondement démographique, elle est un fait subjectif sans substrat objectif. 3 ans plus tôt, tandis que l'Union européenne... Ah oui, donc l'Afrique du Sud, en gros, avait autant de demandeurs d'asile que toute l'Union européenne à ce moment-là, pour une démographie 10 fois plus modeste. Le monde entier assistait dans un emballement médiatique à la supposée crise des réfugiés en Europe, mais personne ne parlait de ce qui se jouait en Afrique australe. Oui, je parlais des migrations sud-sud et des migrations sud-nord. Les pays du Sud ont rarement l'autorité pour imposer leur propre discours de crise, lequel ne peut légitimement leur venir que des pays du Nord. Pour les sciences sociales, une critique de la crise consiste donc à mettre en cause les usages abusifs de l'autorité pour décréter des crises sans réalité objective, et à identifier ces situations de privation d'autorité qui conduisent à ce que des situations critiques ne soient pas reconnues. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui vivent des crises et nous, on n'en a rien à branler. Situation inverse pour les prisons aux États-Unis. L'emprisonnement de masse désigne à la fois la progression rapide de la population carcérale, multipliée par 8 en 30 ans, pour ce qui est des prisons fédérales et d'État, et la forte surreprésentation des minorités, le taux d'incarcération des hommes noirs de 20 à 40 ans y étant 7 fois plus élevé que celui des hommes blancs du même âge. Évolution spectaculaire, alors même qu'un déclin significatif de la criminalité était constaté dans la même période. Ça veut dire qu'il y a moins de criminalité, et pourtant, on fout beaucoup plus de noirs en prison, d'hommes noirs en prison. Mais qui n'a pas suscité dans le pays de discussion publique jusqu'à une période récente. Vous voyez, il y a aussi une manière de rentrer dans le débat qui se fait surtout par les images, ce qui fait qu'en effet, la mort de George Floyd a été un vrai détonateur. Il y a eu quand même beaucoup de débats à ce moment-là. Et pourtant, sur ce processus plus profond, plus invisible aussi de la mise en prison quoi, de ces hommes, là, par contre, pas de débat, c'est beaucoup plus difficile à contester, c'est le système judiciaire, c'est beaucoup plus difficile à interpréter, à dénoncer. Comme me l'a expliqué la présidente de la commission de réforme pénale et pénitentiaire du New Jersey, dont je suis membre. Alors le mec, il est membre de la commission de réforme pénale et pénitentiaire du New Jersey. Mais il a une vie de fou, Didier Fassin. Les autorités ont commencé à s'en soucier en raison de l'augmentation du nombre de jeunes femmes et hommes blancs des classes moyennes et supérieures pris dans les affaires de stupéfiants, auxquels la loi promettait de longues peines de prison. Bah merde. C'est terrible ça. Mais c'est comme le truc des Pays-Bas et des égouts et des maladies là, où les bourgeois ils s'en foutaient tant que c'était les pauvres qui mouraient, puis au bout d'un moment ils ont compris que, je crois que c'est Bourdieu qui parle de ça, il parle de la Renaissance, ou je sais plus, ou au Moyen-Âge, et puis au bout d'un moment ils ont compris que, ah merde, ils étaient touchés aussi, bon bah s'ils sont touchés aussi, on va pas laisser les gens mourir, on va s'installer quand même un peu des trucs de sanitaire, d'égout, de tout à l'égout quoi, pour toute la ville, parce qu'en fait c'est contagieux ces trucs là, donc on peut pas juste les mettre dans notre quartier. Donc à partir du moment où ça commence à toucher les populations qui sont beaucoup plus proches des sphères de pouvoir, là ça devient une crise. Mais alors si c'est que les pauvres, on s'en bat les couilles. La guerre à la drogue, donc là, des hommes blancs de classe moyenne et supérieure qui sont dans des affaires de stupéfiants, bam, ils se font choper, la loi leur promet des peines de prison qui sont zinzin, parce que ces peines de prison, elles ont été faites pour des hommes noirs. Alors les blancs, ils sont choqués. Voilà, la guerre à la drogue avait été conçue pour punir les jeunes noirs, voilà, une époque où les victoires du mouvement des droits civiques suscitaient des craintes au sein de la majorité blanche. Lorsqu'elle s'est retournée contre cette dernière, des allègements de peine ont paru souhaitables. Jusqu'alors, la situation critique de l'emprisonnement de masse n'avait pas généré de crise politique ou morale. C'était un phénomène objectif sans expression subjective. L'absence de reconnaissance de la crise de l'incarcération de masse aux États-Unis a longtemps évité tout questionnement public d'un système pénal qui aggrave les inégalités socio-économiques et ethno-raciales et d'un dispositif pénitentiaire qui a renoncé à réhabiliter et réintégrer les détenus. Le prix à payer en a été, pour les milieux populaires et les minorités noires, des trajectoires de vie bouleversées et des communautés déstabilisées dans l'indifférence de la société jusqu'à la mort de Michael Brown et celle de George Floyd et aux mobilisations du Movement for Black Lives. Pour les sciences sociales, une autre forme de critique de la crise consiste donc à analyser ce que sa reconnaissance ou son déni autorise, ou au contraire entrave, et les enjeux de pouvoir et logique structurelle qu'elle révèle ou qu'elle masque. Donc voilà ce que c'est que son analyse de la crise. Qui l'a produit, à partir de quand, est-ce qu'on peut objectiver que la crise, c'est jamais... faut toujours vous demander qui est en train de regarder sur quoi il y a une crise et qui décrète quand elle commence, à partir de quelle population touchée ça devient important. Ce qu'on appelle crise est donc toujours une construction sociale. Parler de crise, c'est à la fois produire une affectivité
et une temporalité particulière. Temporalité parce que la crise c'est un moment, c'est pas tout le temps, on peut pas être tout le temps en crise, sauf évidemment nous, vous savez, vive la crise, hein, le capitalisme, tout ça. Quoi qu'on n'utilise plus le terme crise, hein, c'était très à la mode dans les années 80, 70, 80, 90, on disait ah vous savez c'est la crise. Alors c'était la crise en fait du monde ouvrier en France, quand les usines fermaient, on disait c'est la crise, c'est la crise, bah, parce que d'abord il y avait le choc pétrolier, etc. Et là, on est un peu sorti, on dit plus trop c'est la crise. Mais elle a été longue, la crise du capitalisme, parce que le capitalisme va de crise en crise. Bah, vous l'avez vu encore la semaine dernière, la crise du système bancaire. Mini-crise, hein, pas grosse crise, enfin, on pourrait y revenir, mais c'est encore un autre débat. L'affectivité, donc, faut qu'il y ait un affect et faut qu'il y ait une situation objective pour qu'on ait une bonne crise, mais la plupart du temps, il n'y a pas forcément les deux. Et puis, en tout cas, s'il n'y a que la situation objective et qu'il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de crise. L'affectivité, le plus souvent en cause dans la crise, est la peur. Souvent, peur de l'autre. Délinquants, migrants, qui sert à justifier des politiques sécuritaires ou autoritaires. La temporalité est généralement celle de l'urgence, qui se caractérise par une accélération de l'écoulement du temps. Le langage de la crise met ainsi à l'épreuve la démocratie. Il diffère la réflexion, il permet d'agir sur les conséquences, ce qui est légitime, c'est la crise, il faut bien faire quelque chose, mais en éludant les causes qui sont généralement structurelles. Nommer la crise, c'est ainsi souvent s'exposer au risque de se priver de la pensée. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Mais c'est bien de poser ça, c'est bien de poser ça pour avoir une discussion apaisée. Voilà. Et c'est le but de ce stream d'aujourd'hui, d'avoir une discussion apaisée, puisque c'est un stream en partenariat avec l'opération Chaton Pacifiste, une opération qui émane de l'assaut pour un débat apaisé, qui voudrait en gros qu'on ait une grande convention citoyenne pour parler calmement et bien et correctement des migrations. Alors il me semblait qu'il y avait Damien Carême aussi, vous savez, le maire de Grande-Sainte, Grand-Sainte ou Grande-Sainte? Non, Grand-Sainte. Dites-moi dans le chat, je sais plus, j'y suis jamais allé. Je suis apaisé. Tu es apaisé, Krone? C'est très bien. Pendant le Covid, on parlait beaucoup de crise. Ah bah oui, Grande-Sainte. Bah oui, bien sûr. Évidemment que là, c'était une crise sanitaire. Mais est-ce que la crise sanitaire n'en était pas déjà avant avec l'état de nos hôpitaux, etc. Donc le Covid n'a fait, tout le monde l'a dit à l'époque, hein, le Covid n'a fait que percuter un système de santé qui était déjà fragile, le fait qu'on n'ait pas de masque et tout. En fait, ça s'inscrit dans une crise plus large et plus longue, avec une temporalité qui est très différente de celle-ci, qui n'est pas dans l'urgence cette fois, mais qui est une crise des services publics, de toute façon. Ou même une crise d'accès aux soins pour certaines populations. On pourrait regarder l'accès aux soins en Seine-Saint-Denis et se dire, bah, la crise, elle est là depuis longtemps, en fait, l'accès aux soins. Damien Carême était maire de Grande-Sainte et il est député européen vert maintenant. Bah d'accord, très bien. Eh oui. Darmanin avait dit qu'on lui parlait de violence policière, il s'étouffait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon alors, on a quoi? Mais il est pas là, Damien Carême, je le vois pas. Ah si, il est là. D'accord. Ok. Alors, dans le chat, on me dit qu'il n'y a pas de concernés. Bon, écoute, il y en avait tout à l'heure. Il y en avait tout à l'heure, là, il n'y en a pas. Enfin, après, sinon, écoute, n'hésitez pas, avant de critiquer juste là-dessus, n'hésitez pas à aller écouter ce qui se dit, si vous voulez. C'est pas l'alpha et l'oméga vous doutez bien que c'est quand même un truc qui a été réfléchi, et qu'il y avait des plateaux avant, et qu'il y en aura après. Voilà. Donc, justement, vous voyez, là, ce plateau-là, ils disent c'est un plateau sur le fait de parler des faits. Et sur la responsabilité, justement, des associatifs, de ceux qui ont la parole, pour parler des faits et non pas des sentiments, des subjectivations. Voilà. Après, les discussions apaisées et les conventions citoyennes, c'est les moyens d'action avec lesquels le gouvernement s'essuie, oui. Oui, évidemment. Mais il faudrait que non. Alors, on va passer à l'article suivant. Quand le droit des étrangers devient la règle pour tous. Compliqué. Alors, c'est un article de Vincent Cizère pour Le Monde Diplomatique, paru en mai 2022 dans le mensuel Le Monde Diplomatique. Compliqué et fluctuant, le droit des étrangers est souvent mal connu, autorisant l'extrême droite à dénoncer un prétendu laxisme de l'État français. Un examen plus minutieux montre au contraire la sévérité d'une législation qui n'a cessé de se durcir et qui a parfois servi de laboratoire. Certaines mesures restrictives, d'abord expérimentées sur les migrants, ont fini par être élargies à l'ensemble de la population. Et alors là, pour parler justement de ce droit des étrangers, tout à l'heure, je le redis pour ceux qui sont arrivés en cours de route, tout à l'heure on va faire un jeu de rôle avec Fibre Tigre et je crois 8 autres joueurs et joueuses, plus 2 juges, enfin il y a beaucoup de monde, où on va
C'est un jeu qui a été co-construit avec une juriste qui est spécialiste de ces questions-là. Moi, je serai l'avocat. J'aurai des clients. Je suis le commis d'office hein, pour des gens qui vont demander, qui ont des backgrounds et tout. Ils vont demander un titre de séjour, une naturalisation, le droit d'asile. Et je vais les aider à présenter leur cas devant le juge qui après va trancher. Et donc moi je suis censé bien connaître les conditions, à remplir pour obtenir ce droit d'asile ou la naturalisation. Ouais voilà, moi j'ai tout ça. Je suis pas très fort en droit, mais c'est pour ça que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que du coup on révise un petit peu, puis même on réfléchisse un petit peu sur le droit des étrangers, qui est vraiment un droit, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est extrêmement précaire, qui change. Voilà, tout à l'heure, justement, il y avait une personne qui n'était pas née en France et qui racontait sur le plateau d'avant, qui racontait ses allers-retours à la préfecture tous les 18 mois, avec des législations qui changent au fur et à mesure. Donc je parlais d'un droit très précaire en fait pour ces gens-là qui ils se sont soumis la plupart du temps à l'arbitraire, alors l'arbitraire policier évidemment, mais aussi l'arbitraire administratif parfois, et puis bah, l'arbitraire politique de à quel moment Darmanin va décider qu'il faut faire une nouvelle loi, parce que tiens, on n'en a pas fait depuis 3 ans, il faut une nouvelle loi, il faut changer les conditions, il faut durcir, en général il faut durcir, il faut toujours durcir. Alors l'idée a été tellement martelée pendant la campagne présidentielle qu'elle pourrait faire illusion. La France serait un hall de gare, un hôtel où tout étranger pourrait poser ses valises et profiter d'un système social généreux. Tout le monde rentre en France, mais personne ne sort, s'indignait le président du Rassemblement national, M. Jordan Bardella, le 13 avril dernier sur BFM TV. Messieurs Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, mesdames Marine Le Pen et Valérie Pécresse, plusieurs candidats promettaient d'en finir avec ce prétendu laxisme en renforçant les mesures restreignant l'immigration, jusqu'à revendiquer la suspension de la Convention européenne des droits de l'homme. Certes, la crise ukrainienne a suscité, vous voyez la crise, hein, la crise ukrainienne, bon alors là il y a vraiment une crise, a suscité un mouvement quasi unanime de solidarité à l'égard des réfugiés fuyant la guerre, mais par son caractère exceptionnel, cet élan souligne en creux l'indifférence, sinon l'hostilité frappant les autres exilés. Et à la lecture des programmes des deux finalistes de l'élection présidentielle, mais vous voyez, tiens, vous voyez, c'est marrant, si on pense à la Syrie, à 2015, on n'a pas parlé de la crise en Syrie, on a parlé de la crise de l'accueil chez nous, dans l'Union européenne. Là, il y a une crise, là on reconnaît qu'il y a une crise en Ukraine, et on ne parle pas de crise de l'accueil chez nous. C'est-à-dire on considère la situation là-bas, sérieusement, et on n'est pas là à dire ah bah non, le principal problème de la Syrie, c'est que là, ils nous foutent des Syriens sur le dos, et puis des Irakiens qui arrivent. En fait, c'est nous qui avons un problème avec tous ces Syriens et ces Irakiens. Non, pour l'Ukraine, on se dit pas c'est nous qui avons un problème avec tous ces Ukrainiens, on se dit ah les pauvres Ukrainiens, ils ont un problème là-bas, du coup bon on va les aider. Vous voyez, où est-ce qu'on situe la crise? Est-ce que c'est une crise de l'accueil ou est-ce qu'il y a une crise là-bas et on considère que bon bah du coup c'est logique. Donc certes, la crise ukrainienne a suscité un mouvement quasi unanime de solidarité à l'égard des réfugiés fuyant la guerre, mais par son caractère exceptionnel, cet élan souligne en creux l'indifférence, sinon l'hostilité frappant les autres exilés. Et à la lecture des programmes des deux finalistes de l'élection présidentielle, la propension à durcir indéfiniment les conditions d'accueil des étrangers paraît promise à un bel avenir. Pourtant, de manière unanime et de longue date, les travaux menés en sciences sociales réfutent tout lien déterminant entre les politiques migratoires de l'État de destination et la décision de prendre le chemin de l'exil, laquelle tient essentiellement aux conditions de vie dans l'État de départ. Alors, il y a une petite référence, lire Benoît Bréville, Immigration, un débat biaisé dans le Monde Diplo 2018. Donc en gros, les gens ne décident pas de migrer parce qu'ils trouvent que les politiques d'accueil sont très généreuses en France. Ils décident de migrer parce que dans leur pays, il y a des conditions qui font qu'il faut partir, quoi. Pour tordre le cou au mythe de l'appel d'air, l'idée qu'une politique d'accueil trop généreuse incite d'autres migrants à faire le voyage, peut-être faudrait-il commencer par remettre en cause l'opinion commune suivant laquelle le droit français ferait montre d'une xénophilie coupable. Comme le rappelle avec constance le Conseil d'État, il n'existe pas de droit général et absolu d'accès sur le territoire français, reconnu aux personnes étrangères. En conséquence, si les citoyens de l'Union européenne bénéficient d'une large liberté de circulation et d'installation en France, les autres voient leur accès au territoire conditionné à l'obtention d'un visa. Or, à l'exception des ressortissants de quelques États alliés qui jouissent d'un droit de court séjour automatique, Canada, États-Unis, c'est les pays blancs en général, hein, ça s'est beaucoup vu quand ils ont changé les conditions d'accès à la fac en France lors du fameux plan pour durcir en augmentant les droits d'inscription pour les non-européens, sauf quelques exceptions. Voilà. Donc du coup, vous alliez voir à la fac à cette époque-là, que vous soyez indien, que vous soyez malien, que vous soyez sud-américain,
Là, ça tranchait. Le Japon aussi, bah, le Japon, très bien, il n'y a pas de problème avec le Japon. Bon, en gros, c'est les pays riches industrialisés, les pays, je sais pas, du G8, voilà. Hein. Et cette loi, exactement, Ulycomi, tu as tout à fait raison de rappeler que cette loi s'appelle Bienvenue en France. Donc vous voyez, il y a des territoires où ça va, et il y a des territoires où l'obtention, l'accès au droit est plus compliqué. Donc l'administration dispose en la matière d'une large faculté d'appréciation, pouvant toujours le refuser en cas de risque avéré de détournement de son objet dès lors qu'elle suspecte la personne de vouloir s'installer durablement sur son territoire. Hein, parce que l'idée c'est qu'il y a un court séjour automatique si tu es canadien, mais si on te suspecte de vouloir t'installer durablement, il y a une petite marge de manœuvre qui fait qu'on peut te le supprimer. Bon. Certes, la délivrance d'un visa et de droit dans certaines hypothèses, notamment lorsque la personne rejoint son conjoint ou ses enfants mineurs dans le cadre d'un regroupement familial. Mais contrairement à ce que laissent entendre les opposants à cette procédure, ces conditions sont particulièrement strictes. La personne qui souhaite faire venir ses proches doit justifier d'un logement adapté, en nombre de pièces notamment, et de ressources financières suffisantes pour pourvoir à leurs besoins. Et le regroupement peut toujours lui être refusé si l'administration considère que le demandeur ne se plie pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. C'est assez vaste, c'est assez large, les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, bon ça c'est logique qu'il faut que ce soit conforme aux lois de la République, hein, les principes essentiels régissent la vie familiale en France. C'est quoi? C'est le code civil? C'est quoi exactement? Si ce n'est la loi. Mais là c'est marrant, sinon tu dis juste la loi, plutôt que de dire il y a des principes essentiels qui régissent la vie familiale. Une formulation suffisamment large pour réserver à l'administration un très large pouvoir d'appréciation. Voilà. C'est pas seulement... faut être monogame, c'est pas seulement ça. Il y a un truc un peu plus large où tu te dis on va pouvoir faire rentrer d'autres trucs, quoi. On observe une évolution similaire s'agissant de l'accueil des demandeurs d'asile, protégés tant par la Convention de Genève de 1951 que par la Constitution. La reconnaissance par la France du droit d'asile implique normalement l'accès inconditionnel à son territoire des personnes venues y chercher refuge, du moins le temps de l'examen de leur demande. En pratique, de multiples chausses-trappes instituées au cours des 2 dernières décennies rendent l'exercice de ce droit de plus en plus difficile. Lorsque la personne introduit sa demande d'asile à la frontière, elle peut ainsi être privée de sa liberté au sein d'une zone d'attente et expulsée dès lors que le préfet juge sa demande manifestement irrecevable ou infondée sur la base d'un examen sommaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, et si la personne peut porter un recours devant le président du tribunal administratif, l'appel contre la décision rendue par ce dernier n'est pas suspensif, de sorte qu'elle sera refoulée, sans même attendre la décision définitive de son droit d'entrée en France. Par ailleurs, depuis 1990 et l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin, toute personne entrant... Putain, je savais pas que c'était si vieux la Convention de Dublin. Toute personne entrant sur le territoire européen et qui souhaite y demander l'asile est en principe tenue de déposer sa demande dans le premier État membre où elle a pénétré. Un mécanisme qui conduit concrètement les préfets à ordonner le transfert de milliers de demandeurs dans les États périphériques de l'Union et qui, tels l'Italie, la Grèce ou encore la Hongrie, sont régulièrement pointés du doigt en rayon des défaillances systémiques dans l'accueil des réfugiés qu'on y observe. Enfin, même pour celles et ceux qui sont parvenus à déposer leur demande d'asile en France, on observe une dégradation sensible des commissions d'accueil. D'une part, par l'accélération sans précédent des procédures, contribuant à la dégradation des conditions d'examen de la demande, donc en gros c'est fait en speed, quoi, mais aussi par la policiarisation de la prise en charge, avec des dispositifs d'hébergement de plus en plus directifs, assimilables à une forme d'assignation. Écrit le professeur en droit Serge Slama. N'ayant que peu de prise sur l'importance des flux migratoires, la limitation drastique des voies légales d'entrée sur le territoire a en revanche pour conséquence mécanique d'augmenter la proportion de personnes en séjour irrégulier. Vous voyez la grosse nuance. C'est-à-dire on change la loi pour des conditions d'accès plus dures, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de gens qui vont venir, ça veut juste dire que ceux qui vont venir, eh ben, ils seront très plus souvent hors la loi. Voilà. Or, les possibilités d'obtention d'un titre de séjour pour les étrangers déjà présents sur le territoire national ont également été réduites à la portion congrue. Instituée par la loi du 11 mai 1998, la régularisation quasi automatique des personnes pouvant justifier d'une présence ininterrompue pendant une durée pourtant significative de 10 ans a été abrogée en 2003. C'est-à-dire, voilà, tu es là depuis 10 ans, tu as travaillé, tu dis écoute, je suis là, on te dit allez, vas-y, quoi. Si la personne mariée à une personne de nationalité française peut obtenir un titre de séjour après 1 an de communauté de vie, le conjoint d'une personne titulaire d'une carte de séjour doit établir en quoi son éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. D'accord. Donc attendez, si je comprends bien, le conjoint d'une personne titulaire d'une carte de séjour doit prouver que si on le dégageait, alors qu'il y a une personne... Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, t'es avec quelqu'un, pareil, qui n'est pas français, mais qui, lui, a une carte de séjour.
Tu dois prouver que, franchement, non, si on m'éloigne, c'est chaud, on est marié, quoi. Une telle condition laisse une grande marge de manœuvre. Ouais, voilà, c'est toujours le côté vague. Son droit au respect de la vie privée et familiale. Faut prouver que l'atteinte est. Parce que ça veut dire que du coup, il y a une atteinte proportionnée aussi. Mais c'est quoi la frontière entre une atteinte proportionnée et une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale? Toujours compliqué. Vous voyez, encore une fois, même en fait dans la loi, il y a une marge de manœuvre pour l'arbitraire, qu'il soit administratif, judiciaire ou policier, je ne sais pas trop, ça doit dépendre des étapes aussi. Mais on voit bien que le législateur a pensé à foutre du flou, à foutre du gris, quoi. Une telle condition laisse une grande marge de manœuvre aux préfectures, et nécessite, donc préfecture ça veut dire de l'administration, et nécessite en pratique la constitution de dossiers permettant d'établir une communauté de vie pendant de nombreuses années. Enfin, les personnes n'ayant d'autres éléments à faire valoir que l'exercice d'une activité professionnelle ne peuvent espérer une régularisation que si le préfet estime que leur admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Pareil, c'est quoi exceptionnel? Ce qui là encore offre à l'administration un pouvoir d'appréciation quasi discrétionnaire que les gouvernants successifs se gardent bien de tempérer. Vous voyez, on ne tolérerait pas dans plein de domaines du droit, on ne tolérerait pas un tel flou. Parce que le flou dans le droit suppose du coup va créer de l'arbitraire derrière, quoi. Et donc on ne tolérerait pas autant d'arbitraire dans le droit commercial par exemple. Il y a un truc qui fait qu'à un moment, oui. Non, je veux pas de paillettes. Je suis en train de travailler. Non, je veux pas de paillettes, merci. Excusez-moi, mais je vous laisse. Oh là là, il y en a qui travaillent et ils veulent que je mette des paillettes. Non mais ça va bien. J'ai passé l'âge, moi. La violence. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est parce que en fait, quand t'es dans ton truc et qu'on te, tu vois, c'est un peu comme si je jouais à LOL et que là il y a ma mère qui tape pour dire est-ce que t'as mis les trucs dans le dans le lave-linge. Je fais non maman, j'ai pas mis les trucs dans le lave-linge. Non. T'as faim, tu veux venir goûter? Non, j'ai pas faim. Voilà, j'ai un peu répondu comme ça, comme un petit con de merde. Donc, vous voulez des paillettes, vous? Eh ben venez, venez. Moi, je veux pas de paillettes. Je suis pas là pour faire du glamour. C'est ça. On est ni dans Picsou Mag, ni dans Pif Gadget, ni dans Playboy ici. Pas de paillettes. On est un truc sérieux, on lit le monde diplôme, s'il vous plaît. Elle aurait pu me proposer un café, tu vois, tout simplement. Je suis un adulte, je veux un café, je veux pas des paillettes. Donc, bon, vous avez compris, hein, le truc de... Oui, ce que je disais, c'est que, oui, bon, voilà, c'est que j'avais un raisonnement en cours. Mon raisonnement, c'est on tolérerait pas un tel flou dans le droit commercial, et du coup, il y a des trucs qui font jurisprudence, et au bout d'un moment, on dit, bon, bah, ça, c'est du coup, c'est comme ça que ça se passe, etc., quoi. On tolérerait pas un tel flou, je sais pas, dans la Constitution, enfin dans plein de trucs, dans plein d'autres domaines du droit, j'en sais rien, je suis pas juriste, moi j'y comprends rien à leurs histoires de droit. Mais vous voyez bien que plus c'est flou, plus il y a un loup. Ce n'est donc qu'au prix d'une profonde ignorance du cadre juridique et des pratiques administratives organisant l'accueil et le séjour des étrangers en France que l'on peut dépeindre cette dernière sous les traits d'une terre d'asile aussi généreuse qu'irresponsable. Voilà, là, l'article reparle de l'extrême droite qui dit oh, en France, on rentre comme on veut, on fait ce qu'on veut. Bah écoutez, allez-y, on vous regarde. Mais si l'État se montre en vérité fort peu accueillant à l'égard des exilés, cette situation est loin d'être profitable à la société française. Ah oui, donc là, après avoir démontré qu'il y a quand même plein de dispositions pour les envoyer chier, mine de rien, d'ailleurs c'est un peu le sport, hein, c'est un peu le sport dans les préfectures, c'est de chouiner, de chipoter, de dire ah, il vous manque ça, c'est ce que disait justement tout à l'heure le camarade qui racontait son parcours en préfecture pour le renouvellement de ses titres de séjour. C'est-à-dire, ouais, c'est vraiment, ça change tout le temps. Des fois, il y a tellement de dossiers que de toute façon, c'est même pas de la malveillance, c'est même pas de l'incompétence. C'est juste des gens qui sont aussi sous l'eau, sous les dossiers, et qui, voilà, en ont beaucoup trop à gérer, et du coup, les gèrent mal, de fait. Un petit peu comme les agents du Pôle emploi, quoi, qui ont tellement de trucs à gérer que, bah, du coup, quand c'est votre tour, vous vous dites, mais je suis maltraité là. Bah voilà, c'est pareil. Donc, elle est au contraire. Donc voilà, si l'État se montre en vérité fort peu accueillant à l'égard des exilés, cette situation est loin d'être profitable à la société française. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bon, l'article dit que, hein, en plus, c'est pas bien ça pour nous tous. Elle est au contraire source d'importantes atteintes aux droits et libertés de l'ensemble de ses membres, et ce pour au moins 3 raisons. Ah oui, on en arrive toujours au point, le fameux point, le droit des étrangers en France.
Ça devrait vous intéresser parce que vous allez voir à un moment on va parler de vous, on va parler du fait que vous allez voir les droits et libertés dans l'ensemble, en fait ça va finir par vous retomber dessus à un moment. C'est pas faux, mais c'est vrai que c'est un angle qui est très récurrent. Mais en même temps, pourquoi pas? Écoutons, écoutons. En premier lieu, la restriction toujours plus grande des voies d'accès régulières à la forteresse Europe se trouve paradoxalement à l'origine du développement de filières migratoires tenues par le crime organisé. Lire, beaucoup de passeurs sont des migrants qui tentent de payer leur traversée. Comme le souligne un récent rapport de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, si le trafic de migrants prospère, c'est parce que la demande reste forte, les restrictions sont sévères et les trafiquants bien insérés dans les sociétés où ils agissent. Protégés en Afrique comme en Asie par les régimes en place, où prospèrent des hommes d'affaires enrichis par le trafic via la corruption et les complicités politiques et policières qu'elle achète, le trafic repose en Europe sur les secteurs économiques qui y recourent et les législations du travail flexibles qui le favorisent en lui donnant des débouchés faciles. En deuxième lieu, l'extrême vulnérabilité économique et sociale dans laquelle se trouvent les travailleurs sans papier en fait une armée de réserve corvéable à merci, et dont l'emploi à très bas coût induit une concurrence déloyale qui porte préjudice à l'ensemble des ouvriers et des employés, en particulier dans les secteurs du bâtiment et de la restauration. En même temps, là, on peut voir aussi que du coup, les gens ont choisi. Ah oui, c'est parce que les gens ont choisi de toute façon de ne pas y aller. Alors là, en ce moment, dans le bâtiment et la restauration, ils demandent des ouvriers, ils demandent des émigrés. C'est un des volets de la loi Darmanin d'ailleurs, qui va être de dire dans les secteurs en tension. Là, d'accord, on peut régulariser un peu. Non, on peut octroyer des titres de séjour ou de je sais pas quoi. Enfin, c'était un des volets de la loi Darmanin sur laquelle on pourrait se pencher aussi, un de ces quatre. Peut-être qu'on fasse un OLG aussi là-dessus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ces questions-là. Enfin et surtout, le droit des étrangers se donne rétrospectivement à voir comme un laboratoire de dispositifs coercitifs extrajudiciaires qui sont ensuite étendus à l'ensemble des citoyens. Extrajudiciaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est de l'administratif, quoi. Alors l'administratif, ça peut être le flic, ça peut être le fonctionnaire à la préfecture, etc. Donc pas de juge. Un juge qui vient scruter un petit peu, est-ce que c'est conforme au droit? Bon, une décision judiciaire, c'est quand même un truc un petit peu plus solennel que les décisions administratives. Et puis surtout, il y a des recours, etc. Bon, après, il y a des recours administratifs aussi, hein, mais c'est plus compliqué. C'est d'abord à l'égard des ressortissants étrangers qu'ont été mises en place puis durcies des mesures de restriction et de privation de liberté prises par l'autorité administrative sans aucun contrôle préalable d'une autorité indépendante. De 30 jours en 2005, la durée au cours de laquelle il est possible de placer une personne en rétention pour assurer sa reconduite à la frontière est passée à 45 jours en 2011, puis à 90 jours en 2018. Ah ouais. Vous voyez, on en apprend. Hein. Si le maintien de cette privation de liberté au-delà de 48 heures ne peut intervenir sans l'autorisation du juge des libertés et de la détention, vous voyez, là, il y a quand même une intervention du juge par lesquelles aucun contrôle préalable n'est prévu s'agissant des décisions par lesquelles le préfet peut décider d'assigner une personne à résidence ou de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans. Ces mesures sont formellement placées sous le contrôle du juge administratif, mais dans les faits, celui-ci n'interviendra qu'a posteriori et uniquement si la personne forme un recours. C'est-à-dire que c'est l'administration qui va, en gros, ouais, le juge n'est là que comme recours si jamais il y a un recours de formé, quoi. C'est ainsi enraciné. Combien il reste? Ah, on l'a bientôt fini. C'est ainsi enraciné l'idée que certaines catégories de personnes, surtout si elles sont considérées comme dangereuses ou même tout simplement indésirables, peuvent être soumises à des mesures coercitives offrant sensiblement moins de garanties contre l'arbitraire que celles qui concernent le reste de la population. D'abord expérimentée sur les étrangers, cette logique répressive s'est déployée dès 2006 à l'égard des supporters supposément violents qui peuvent désormais être interdits de séjour et assignés à résidence sur simple décision du préfet. Puis, donc je rappelle, le préfet, c'est le représentant local de l'État central. Hein, c'est pas pareil, c'est pas du judiciaire, c'est le pouvoir politique, c'est quasiment le ministère, quoi. Puis, elle a imprégné les mesures administratives de lutte contre le terrorisme. Vous voyez, mesures administratives. Prenez toujours, administratif s'oppose à judiciaire. Pas d'intervention du juge, c'est ça qui est important là-dedans. Qui échappe au contrôle de l'autorité judiciaire, voilà, évidemment, on y revient. Après l'institution en 2014 d'une interdiction de sortie du territoire des personnes soupçonnées de vouloir se rendre sur le théâtre d'opérations de groupements terroristes, puis en 2016 d'un dispositif de contrôle administratif de celles qui en reviennent, donc ça c'était pour la grande époque Daesh, Syrie, etc., la loi du 30 septembre 2017 a transposé dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence, et notamment les perquisitions et assignations à résidence administrative pouvant être diligentées à l'égard de personnes soupçonnées d'accointance à l'égard de groupes ou d'idéologies présentées comme terroristes, et dont le comportement est perçu comme une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Pareil, la gravité, l'ordre public, qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce qui est terroriste?
vous avez compris que là aussi, en fait, ça peut s'étendre selon le contexte, selon le climat politique, ça peut s'étendre à pas mal de... Une fois que c'est rentré dans le droit, ce genre de truc, on peut dire, bah c'est déjà dedans, il suffit de l'adapter, enfin même pas, là, il n'y a même pas besoin d'adapter. Voilà, donc on relit la phrase. La loi du 30 septembre 2017 a transposé, alors je rappelle, hein, Macron vient d'arriver au pouvoir, et une des premières choses qu'il fait, c'est un certain nombre de mesures de l'état d'urgence, et ben il les met dans le droit commun pour qu'on puisse sortir de l'état d'urgence. Et à l'époque, il nous présente ça, je vous le rappelle, hein, à l'époque, il nous présente ça comme un progrès, on va sortir de l'état d'urgence, c'est pas possible, on ne peut pas vivre toujours sous état d'urgence. Donc ces mesures de rétention administrative, de perquisition, d'assignation à résidence, peuvent être diligentées, donc du coup sans recours au juge, à résidence, sans recours au juge, pour n'importe quelle personne, donc j'ouvre les guillemets, soupçonnée d'accointance à l'égard de groupes ou d'idéologies présentées comme terroristes et dont le comportement est perçu comme une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Voilà, Sainte-Soline, pratique. Or, loin de borner l'action des autorités, la référence au terrorisme permet au contraire d'étendre très largement le filet répressif. La seule chose qui permet de qualifier un acte de terroriste est le fait qu'il soit commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ayant pour but... Personne dans ces groupements-là, personne n'a déposé de statut avec l'assaut qui dit bon bah nous on a pour but de troubler gravement. Donc ça va être quelqu'un qui va décider que oh ça les soulèvements de la terre a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Une définition on ne peut plus malléable qui fait que le basculement dans cette catégorie résulte en dernière analyse du fait du prince. On retrouve cette même logique répressive dans les dispositions heureusement censurées par le Conseil constitutionnel, en vertu desquelles le gouvernement voulait autoriser le préfet à prononcer des interdictions de manifester à l'encontre des personnes représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, et en particulier des citoyens trop revendicatifs à son goût, surtout lorsqu'ils sont porteurs de gilets jaunes. Se soucier du respect des droits et libertés des ressortissants étrangers n'est donc pas seulement l'expression d'une marque de fraternité, cela constitue également un engagement en faveur de la sûreté de l'ensemble des citoyens. Merci Vincent Cizère, maître de conférences associé en droit privé et sciences criminelles à l'université Paris-Nanterre, auteur d'Être en sûreté, comprendre ses droits pour en être mieux protégé. Après, bien sûr, moi j'y connais rien en droit, mais je rappelle, s'il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route, que je jouerai à 20h30 le rôle de l'avocat des exilés, dans un jeu de rôle avec Fibre Tigre sur la chaîne Chaton pacifiste. Chaton pacifiste, regardez, la chaîne est ici. Chaton pacifiste, Opération Chaton pour une convention citoyenne sur l'immigration. Je stream pour ça là aujourd'hui. Là, je suis dans leurs locaux. Je ne sais pas si vous voyez, derrière moi il y a le catering et je répète un petit peu les trucs. C'est vrai que je suis un petit peu en boucle, mais je sais que sur Twitch les gens arrivent, les gens repartent. Or, j'essaie d'être un streamer à peu près streamable. Voilà. Donc ça, c'était... Pourquoi il fait la voix de Pasqua? Ça, c'était pour cet article du Monde Diplo, quand le droit des étrangers devient la règle pour tous. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le droit des étrangers est particulièrement... Alors j'avais dit précaire d'abord parce qu'il est changeant, mais en plus il est flou. Il y a plein de flou qui est laissé dans le droit, qui donne du coup une marge d'appréciation considérable, qui fait que les justiciables ont l'impression d'être soumis à un arbitraire qui, voilà, à la gueule du client... va tourner en leur faveur ou pas. Et puis du coup, la distinction judiciaire administrative qui est très importante, parce que plus on laisse de pouvoir à l'administratif, plus on laisse de pouvoir à l'arbitraire aussi. Et vous voyez bien qu'il suffit d'entendre toutes les récriminations contre les juges rouges, etc. Vous voyez que la justice est souvent dans le viseur de l'État policier. Rappelez-vous ce que disaient les flics quand ils manifestaient devant l'Assemblée nationale. Ils disaient « Le problème de la police, c'est la justice !» Ils disaient ça, hein, je vous jure, ils disaient ça. Et même, je rappelle qu'à l'époque, Olivier Faure avait dit qu'il faudrait que la police ait un droit de regard sur la justice. Or non, la justice, il y a une séparation des pouvoirs dans ce pays. La justice, ça ne va pas avec la police. C'est deux trucs distincts. Le pouvoir exécutif, pareil, c'est un pouvoir distinct. Il faut que la justice puisse emmerder le pouvoir exécutif. Et il faut que la justice puisse casser des actes administratifs, etc. Donc voilà, en gros. Est-ce que la VOD sera dispo? Elle devrait l'être, il n'y a pas de raison. Bon, puisqu'on parlait d'arbitraire, puisqu'on parlait de répression, puisqu'on parlait de pouvoir administratif arbitraire, hein, on va parler des interpellations.
de la répression policière et des interpellations qui ont eu lieu à Paris. Le soir de l'utilisation du 49.3, Mediapart a rassemblé les témoignages de 3 personnes ayant été arrêtées lors de la soirée de mobilisation du 20 mars à Paris. Et il est 19h moins 10, moi je pense arrêter... Oh là là, on va pas... À 19h30. Moi je pense arrêter à 19h30 parce que je vais quand même faire une petite pause avant le stream. Je voudrais manger. Enfin vous comprenez, il y a un petit stream à 20h30, hein, je vous l'ai dit, sur la chaîne, qu'il faut aller suivre, hein, Chaton Pacifiste, je serai là-bas, ça va se passer là-bas. Alors là je sais pas ce qu'ils font, ils se montrent leur sweatshirt. Ah oui, il faut signer une pétition pour la tenue d'une convention citoyenne qui traiterait autrement du problème, s'il y a problème, des migrations. Et la crise des exilés, s'il y a crise, et puis surtout de comment on peut parler de ce truc-là vraiment différemment, quoi. Ce qu'on a essayé de faire aussi aujourd'hui, là, avec ces 2 premiers articles. L'enregistrement d'une brigade de la Bravem, retour dans Paris, dans lequel les policiers profèrent des insultes racistes, menacent et frappent des jeunes, avait déjà mis en lumière la virulence de l'action des forces de l'ordre lors de la manifestation spontanée qui a parcouru les rues de Paris le 20 mars 2023, au soir du rejet de la motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais cette nuit de manifestation a aussi été marquée par un autre phénomène, moins apparent mais non négligeable, les arrestations arbitraires de dizaines des manifestants, ou même de simples passants, qui ont été placés en garde à vue pendant des heures avant de ressortir libres sans charge. Alors voilà, on n'a pas le droit d'interdire les gens de manif. Voilà, y a pas, ça n'existe pas. On n'a pas le droit non plus de priver les gens de liberté. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est qu'un flic ne peut pas venir te prendre, te mettre 48 heures dans une cellule et te faire ressortir selon son bon plaisir, sans charge, sans rien. Normalement, on n'a pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit. Mais là, il y a des situations dans lesquelles, en fait, ça se fait. Ça se fait parce que ça permet, de vider les rues. Ah bah voilà, il y avait des gens qui foutaient des poubelles en feu avec leurs briquets. Et bah là, on en a pris 4, on les a amenés là. Alors ce soir-là, toutes les cellules de Paris grouillaient de manifestants. Les flics savaient plus quoi en foutre. Certains étaient même désolés en disant oui, nous on fait ce qu'on nous dit, hein. On nous dit on les prend, hein. Bon voilà, là c'est plein, donc faut les amener à un autre commissariat plus loin. Voilà, on va les garder, hein. Et ça normalement on fait pas ça, c'est pas permis. Mais bon, c'est ce qui s'est passé. Donc j'avais dit, ça permet soit de vider les rues, soit de faire peur en fait. Parce que je sais pas si vous avez déjà passé un petit moment, quelques heures en cellule. Ça calme un petit peu quoi. Donc, cette nuit de manifestation a été marquée par un autre phénomène, moins apparent mais non négligeable, les arrestations arbitraires. Voilà. Pour continuer de documenter ce mode opératoire souterrain et les effets qu'il produit sur des personnes souvent très jeunes, Mediapart a donné la parole à Yann, 23 ans, Anaïs, 19 ans, et Côme, 18 ans. Donc Anaïs, son prénom a été changé, mais alors Yann n'a pas changé son prénom, et Côme devait être très fier du sien, ce que je comprends. Côme, quand même, ça claque. Pour documenter, donc, placés en garde à vue, non, ils sont super jeunes, 23 ans, 19 ans, 18 ans. Placés en garde à vue dans des circonstances différentes, ils racontent leur surprise au moment de leur interpellation, les intimidations et parfois les violences dont ils ont fait l'objet, et leur peur de retourner dans un cortège. Vous voyez que ça fonctionne, la peur de retourner dans un cortège. Ce salarié, alors on commence par Yann, 23 ans. La citation mise en exergue, c'est très traumatisant de se faire casser la gueule. Je ne peux pas dire le contraire, je pense que c'est assez désagréable. Ce salarié dans une usine de matériaux de construction, qui vit en banlieue parisienne, manifestait pour la première fois de sa vie le 20 mars. Donc on n'est pas exactement dans le Bourge-Bloc, là, comment il disait, Black Bourge, avait dit Darmanin. Alors qu'il regagnait sa voiture avec 2 amis pour rentrer chez lui, il a été interpellé et roué de coups par des policiers dans une impasse. Une voisine a confirmé la scène à Mediapart. La défenseur des droits a signalé les faits au parquet de Paris. Au terme de 13 heures de garde à vue, Yann a été remis en liberté, sans charge, mais avec 21 jours d'interruption totale de travail. Je manifestais avec un pote et un ami à lui, il commençait à être tard. Le lendemain, je devais embaucher à 6 heures, on a donc décidé de regagner la voiture pour rentrer. On marchait, on a suivi un des manifestants qui nous disait « On passe par là, on fait comme ça !» Il avait une chemise à carreaux, le teint mat, et cheveux et barbe grisonnants. On tombe dans une ruelle du 3e arrondissement, il était autour de minuit, et on voit des policiers qui crient « Ils sont là les gars !» On est parti en courant, on m'a demandé après pourquoi j'avais couru, parce que j'avais pris peur. On s'est retrouvé dans une... Alors attends, le « Ils sont là les gars », ça veut dire que c'était un faux manifestant qui leur a dit d'aller dans l'impasse où on les attendait? Attends, parce que il avait une chemise à carreaux, le teint mat, cheveux et barbe grisonnants, on passe par là, on fait comme ça. D'accord. Donc la ruelle, et voit des policiers qui crient « Ils sont là les gars, ils sont là les gars ». On est parti en courant, on m'a demandé après pourquoi j'avais couru, parce que j'avais peur. On s'est retrouvé dans une impasse.
Un fourgon de police arrive et là on s'est fait savater. On s'est collé entre nous pour se protéger, j'ai pris un premier coup de matraque derrière la tête alors que je n'avais commis aucun délit, je n'avais pas le visage couvert non plus. Ils nous ont insultés. Alors bande de fils de pute, bande de salopes, on va vous faire la peau, vous êtes morts bande d'enculés, vous faites moins les malins bande de merde. Mes amis ont aussi été frappés, mais moi j'ai été traîné sur plusieurs mètres, j'ai pris un coup de matraque en dessous de l'œil, photo à l'appui. Un coup de pied dans les côtes, j'ai crié et des personnes sont finalement sorties à la fenêtre. J'ai entendu leur supérieur leur dire stop les gars, on est filmés. Je me suis demandé, mais si on n'avait pas été filmé, on aurait reçu quoi d'autre comme coup? Mais c'est atroce, quoi. Vous voyez l'arbitraire policier. Mais ce pays, j'entendais ce matin, je vous conseille, je vais faire un truc assez confraternel et en même temps connivant avec un désormais collègue. Je vous conseille les matins de France Culture le lundi, c'est pas Guillaume, le samedi, c'est pas Guillaume Erner, c'est Quentin Lafay qui anime ça et Quentin Lafay travaille maintenant avec nous sur Backseat. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, je suis intéressé dans cette pub. Et ce matin, il y avait une discussion calme sur les violences policières au matin de France Culture, ça faisait du bien. Et il y en avait un qui était chercheur sur ces questions, je ne sais plus lequel, qui disait en fait on voit aussi une attitude très très différente des policiers en fonction des types de publics auxquels ils sont confrontés. Pendant longtemps, bon alors par exemple évidemment les policiers sont très polis et déférents avec les agriculteurs. Déjà parce qu'ils ont peur des agriculteurs, parce que les agriculteurs ils rigolent pas. Ça c'est un autre sujet, il faudra qu'on y revienne. Les agriculteurs ils rigolent pas dans ce pays, surtout ceux de la FNSEA qu'on laisse faire à peu près n'importe quoi. Enfin ça on en reparlera je pense. Il y aura des bails, il y aura des sacrés bails. Je pense qu'ils sont sympas avec les chasseurs aussi, vous voyez, il y a des groupes comme ça où ça passe. Et pendant un temps, ils étaient sympas, enfin ils étaient calmes avec le mouvement ouvrier organisé traditionnel, pendant un temps en tout cas. Par contre, s'il y a bien un public sur lequel ils se lâchent et il n'y a pas de limite, c'est évidemment les personnes identifiées comme exilés, migrants. Évidemment, ça c'est, je pense, c'est le number one. Mais les étudiants, ils détestent les étudiants, quoi. Il y a un truc de, c'est les jeunes gauchistes, c'est leur némésis, quoi. Ils les détestent. Pour eux, c'est des ploucs, c'est des gauchistes, c'est des merdes. Oui, ils sont sympas avec les fachos aussi. Oui, c'est vrai. Les SDF, évidemment. Mais non, mais je vous jure, il y a un truc particulier sur les étudiants, quoi. Et donc là, ils ont chopé des jeunes, qu'ils soient étudiants ou pas d'ailleurs. C'est des jeunes, ils sont de gauche. Les jeunes de gauche, bam, on les défonce. Donc les policiers nous ont amenés au commissariat de Nanterre. L'OPJ, officier de police judiciaire, nous a demandé ce qu'on faisait sur Paris, et puis c'est tout. Voilà, je raconte ma version des faits. J'explique que j'ai pas l'intention de dégrader quoi que ce soit. Ils fouillent mon téléphone, ils trouvent rien. À l'issue de la garde à vue, le lendemain après-midi, j'ai été libéré sans aucune charge retenue contre moi. On lui a pas proposé non plus de déposer plainte d'ailleurs. J'avais un hématome sous l'œil, je suis allé voir à l'hôpital le soir, où un médecin m'a notifié 21 jours d'ITT. J'ai envie de retourner en manifestation, mais je vais éviter. C'est très traumatisant de se faire casser la gueule. On s'y attendait pas du tout, même si j'avais vu quelques vidéos, on n'était pas préparé. Je pense que c'est horrible. Je pense que c'est traumatisant, t'as des PTSD quoi. Anaïs, 19 ans. La policière m'a arraché mon t-shirt pour me mettre torse nu. Ah oui, parce que vous avez entendu aussi le témoignage sur Mediapart et Le Monde de, je crois que c'était un Tchadien, un gars d'origine tchadienne, ou non tchadien, je crois qu'il était tchadien, il avait un titre de séjour, où l'enregistrement est, je crois qu'il y a 30 minutes, mais il est raccourci en 6, l'extrait sur Loopsider aussi. Oui, c'est sur Loopsider Mediapart, je crois. Où beaucoup de références au sexe. Beaucoup d'humiliation basée sur le sexe et tout, et on a encore vu une vidéo à Lyon d'hier soir d'un mec qui a été déshabillé en partie, parce que l'humiliation quoi, l'humiliation ça marche, et voilà, je te fous à poil, vas-y ouais voilà c'est ça, il y a une vidéo sur Lyon où un CRS déshabille un gars, l'humiliation sexuelle quoi. Cette étudiante en philosophie, donc 19 ans Anaïs, interpellée lundi 20 mars après avoir mis une poubelle en travers d'une rue dans le centre de Paris, placée en garde à vue. Elle n'a pas eu accès à un avocat malgré sa demande. Elle dénonce plusieurs humiliations au commissariat avant d'être présentée à une déléguée de la procureure et d'être libérée sans charge 42 heures après son interpellation. On s'est jointe, avec 2 amis, à un cortège de plusieurs milliers de personnes à Saint-Lazare vers 19h45-20h. À un moment, j'ai renversé une poubelle au milieu d'une rue. Puis les policiers ont commencé à lancer des lacrymos, les gens ont commencé à fuir dans les rues adjacentes, le cortège s'est éclaté, la Bravem est arrivée et nous a encerclés dans une petite rue. Ils ont commencé à m'attraquer, j'ai 5-6 bleus sur les jambes, j'ai aussi reçu des coups de pied dans le dos. J'avais un sac à dos, ça m'a protégé, mais quand je l'ai ouvert, il y avait plein de trucs cassés à l'intérieur. Un policier de la Brave m'a empoigné pour me faire lever, elle montre 2 bleus toujours apparents 10 jours après. Il m'a insulté, mais je ne saurais plus dire exactement ce qu'il a dit. Salope, peut-être. C'était confus. Ils nous ont demandé de nous asseoir dos au mur et de tendre les jambes. Ils nous disaient des trucs du genre « Alors,
On déteste toujours la police. Arrêtez de faire les malins, alors que personne ne faisait le malin. Bon, je pense que dans ces cas-là, tu fais pas méga le malin. Ils ont commencé à faire les contrôles d'identité et les fiches d'interpellation. Ils mettaient n'importe quoi, ils galéraient, ça les saoulait. Ils les recopiaient les unes sur les autres. Un policier de la Brave a dit à un interpellé: comme par hasard, t'es le seul marron et t'es le seul à pas avoir ta carte d'identité. Et tu vas retourner dans ton pays. On est arrivé vers 22h45 au commissariat. Ils nous ont appelés une par une pour la fouille. Il y avait 2 femmes. Elles m'ont demandé si j'avais un soutien. J'ai levé mon t-shirt pour montrer que non. Elles me l'ont arraché en disant: c'est bon, j'ai les mêmes. J'ai fini en culotte. Elles m'ont demandé ce que je faisais comme étude. Elles ont rigolé. Oh là là, il y a que des petites bourgeoises en lettres aujourd'hui. On était 10 dans une cellule pour 5. On a fait un Tetris avec les matelas. J'ai demandé à voir un médecin et appelé ma mère. J'ai pu le faire seulement le lendemain à 11h du matin. Mais on fait ça à des gamins de 19 ans, quoi. Vers midi, ils nous ont dit: vos avocats ne répondent pas. Si vous voulez sortir, il faudra passer sans avocat. Ils ont pris mes empreintes, mon ADN, mes photos. J'ai accepté parce que je savais que j'allais avoir des problèmes si je refusais, ça c'est vrai. Ils ont retrouvé une vidéo de moi 30 minutes avant qu'on se fasse arrêter. Quand ils ont montré la vidéo, j'avais envie de rire. Dans le contexte, j'avais l'impression que c'était comme si je braquais une banque alors qu'on me voit coucher une poubelle par terre. À 17h, l'officier de police judiciaire est venu nous voir. Il m'a dit: toi, tu dors au tribunal. J'ai craqué parce qu'on était justement en train de se dire que 24 heures de GAV, c'est long. Des gens m'entendaient pleurer depuis la cellule d'à côté. Ils avaient été arrêtés pour ce trafic de stupéfiants. Il me disait: pleure pas, nous on a été déférés 10 fois. Je suis arrivé au tribunal vers 22h30, menotté, on m'a mise dans une cellule individuelle, je n'ai vu personne de 8h à 15h30, putain, mais t'imagines? T'es dans une salle, enfin dans une toute petite salle, t'es enfermé, tu vois personne et tu sais pas ce qui va se passer, c'est le truc de la précarité. Déjà l'enfermement c'est quand même un délire. C'est T'es à la disposition, de l'arbitraire. S'il vient, il te ressort, c'est lui qui décide. On te dit pas ce qui va se passer. On ne dit pas si tu manges à quelle heure, quand, comment. Voilà. On m'a mise dans une cellule individuelle. J'ai vu. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui tient de la torture light, mais de la torture. On va te torturer pour te faire passer l'envie d'aller en manif, quoi. J'ai vu personne de 8h à 15h30. On m'a emmené dans le bureau de la déléguée du procureur. Elle m'a posé aucune question. Elle m'a juste dit: tu vas sortir. Et que le problème n'était pas la vidéo, mais le fait que j'étais habillé tout en noir et que je ressemblais à un black bloc. J'ai bénéficié d'un classement sous condition, je dois payer 300 € à l'association Paris Aide aux Victimes. En partant, la déléguée du procureur m'a dit de continuer à manifester car elle ne voulait pas travailler jusqu'à 64 ans. Ouais. Ah bah vas-y toi sinon, manifester aussi. Torture blanche. Totalement de la torture, nous dit Rufio. Bah ouais, non, mais ça s'y apparente, hein, je vous le dis. Isolement, être placé dans cette espèce de précarité de tu sais pas ce qui va t'arriver, etc. Élève, puis il y a 10 dans une cellule de 5. Puis je te raconte pas l'odeur aussi. En fait, t'es traité comme un chien. Mais littéralement comme un chien qu'on enferme dans le chenil. Voilà, c'est exactement ça. Et là, faites le lien. Maintenant que vous identifiez et que vous dites ça pourrait être moi, faites le lien aussi avec ce que vivent les exilés dans les centres de rétention administrative. Hein. Ils sont traités comme ça, bienvenue en France. Élève en première année de BTS audiovisuel au lycée Sugère de Saint-Denis, Côme a passé 36 heures en garde à vue. Putain, 36 heures pour Côme. 36 heures, et il est en BTS audiovisuel. Dont une nuit au dépôt du tribunal judiciaire avant d'être relâché sans aucune suite. Le jeune homme est un des camarades de classe de Valentin, le manifestant de 19 ans, qui le 22 mars a été percuté par une moto de policiers, puis a été frappé par plusieurs membres des forces de l'ordre. Ok, bah, ils vont avoir des trucs à se raconter dans cette classe. Lundi 20 mars au soir, donc on a dit lui il a quel âge? 18 ans. 18 ans. Lundi 20 mars au soir, je participais à une manifestation sauvage, mais nous n'avions rien brûlé, rien cassé. À un moment, des policiers nous ont foncé dessus à moto. Il y a eu un gros mouvement de foule, on s'est engagé dans une petite ruelle qu'ils ont couverte de lacrymo. Je me suis réfugié dans un café et c'est là que les policiers qui nous avaient suivis m'ont arrêté. Ils m'ont mis des serflex, vous savez, c'est les petits trucs là en plastique que quand t'as pas de menottes, hop, tu mets les serflex. Très serré. Ah oui, il règle pas bien hein, les menottes en général. Même les menottes, hein, quand ils te mettent les menottes, ils serrent beaucoup trop exprès. Enfin, c'est-à-dire que t'es les mains dans le dos avec les menottes serrées, je peux te dire que ça aussi, ça fait très mal. Tu tiens pas, enfin je veux dire, quand ils te les enlèvent, c'est un soulagement de malade. Très serré, et pas une seconde ne s'est passée sans qu'il m'insulte. C'était une pluie d'injures. J'ai été amené au commissariat du 3e arrondissement où j'ai passé la nuit dans une cellule avec un SDF. J'ai dormi par terre, torse nu, parce que j'avais mis mon t-shirt devant mes yeux pour me protéger de la lumière. J'ai été entendu par un policier qui m'a dit que j'étais poursuivi pour outrage à agent, alors que je n'ai insulté personne et que je ne m'étais pas rebellé. Et pour port de masque, alors que j'avais juste un foulard sur la bouche pour me protéger des gaz. Waouh.
Mon avocate m'avait conseillé de garder le silence et de ne pas donner le code de déverrouillage de mon téléphone portable. J'ai fait ce qu'elle avait dit, mais aujourd'hui je regrette. Je n'avais rien fait, je n'avais pas d'image compromettante dans mon téléphone et de toute façon ils me l'ont confisqué. Et c'est sans doute pour ça que je suis resté aussi longtemps. Au début nous étions 13 au commissariat et à la fin nous étions plus que 2. Les autres sont sortis au fur et à mesure. Donc là il te donne une leçon de et en plus tu me donnes ton code quoi. Donc t'es pas obligé, mais si tu le fais pas, tu vas peut-être rester un peu plus longtemps. Le deuxième soir vers 18 h, j'ai été envoyé au dépôt du tribunal de Paris et on m'a dit que j'allais être jugé. J'ai passé la nuit au dépôt, mais le lendemain matin, on m'a fait signer un document, on m'a fait sortir sans aucune explication, mais ils ont gardé mon téléphone. Bon, des témoignages de ouf sur la répression qui est en train de s'abattre sur les jeunes, mais pas seulement. C'est un truc en ce moment, je vous dis, c'est un truc de malade. C'est pour ça, c'est pour ça l'épisode exceptionnel lundi. Vraiment, en fait, on est en train de se poser des questions. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu ça à une telle échelle, j'ai jamais vu ça à une telle échelle de violence. Les discours politiques pour couvrir ça sont de plus en plus aberrants. Ça passe de moins en moins. Et puis surtout, il y avait une espèce de sagesse avant dans le maintien de l'ordre qui consistait à dire mollo avec les enfants qui vont être des cadres de demain. Vous savez, c'est ce qui se disait en 68. En 68, il n'y a pas eu de mort, enfin très peu, je crois. Il y avait des consignes qui avaient été passées sur mollo. On ne tape pas sur la gueule des élites de demain. Parce que les élites de demain, elles vont occuper des postes, elles vont... voilà. Est-ce qu'on a envie d'en faire des révolutionnaires? C'est pas dit. En fait, ce que je vais dire lundi dans l'épisode, c'est condamner les violences. Mais en fait, quand des jeunes comme ça, des jeunes de 18 ans, de 19 ans, qui sont pas des révolutionnaires professionnels, quand ils en arrivent à cramer des poubelles, à foutre des poubelles en travers à prendre des risques en fait, à mettre leur corps en jeu, et là vous voyez ce que ça peut leur coûter, à mettre leur corps en jeu dans la lutte politique, c'est que le pouvoir, il a déjà merdé, il a déjà perdu. Et c'est de sa faute. Le pouvoir doit faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est une dinguerie ce qu'on est en train de vivre. 4 morts en 68 apparemment. Oui, non mais c'est pas énorme, tu vois, comparé au nombre de bagnoles qui cramaient sur les grandes avenues, à tout ce qui se faisait péter. Et je crois qu'il n'y a que 2 morts vraiment à proprement parler dans les manifs, et que les 2 autres, c'est des trucs un peu plus compliqués sur des lieux de production, il me semble. Et en même temps, si l'élite c'est les fachos, bah non, pas exactement, non, justement. Justement, l'élite c'est pas que les fachos. Est-ce qu'il reste... Oui, bah, il reste un article, attendez. Ah non, alors on va squeezer. On va squeezer l'article de Fabien Escalona sur le monopole de la violence légitime. Il est sans doute très intéressant, j'aime beaucoup Fabien. Je vous conseille d'ailleurs son bouquin que j'ai pas sur moi là, qui s'appelle Une république à bout de souffle. C'est tout petit. La dernière fois que j'ai vu Fabien, je me suis un peu moqué de lui en lui disant c'est un PDF, c'est un article imprimé pour faire un bouquin, ton truc c'est tout petit. Oui, c'est tout petit, mais c'est pas mal. C'est pas mal, et parce que en fait moi c'est à peu près ma ligne, ma ligne politique. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce petit opuscule de Fabien Escalona. D'ailleurs Jean Massier, si tu es là, sache qu'il faudrait peut-être inviter Fabien Escalona pour parler de son opuscule, hein, La République à bout de souffle. Moi je te le fais là, y a pas de souci. Et on le cite évidemment lundi dans OLG. Voilà, vous regarderez ça dans votre coin. Max Weber, je pense que tout le monde est un peu saoulé. Je pense qu'il y a la moitié du chat qui sait en quoi de toute façon cette formule du monopole de la violence légitime est de toute façon employée à tort et à travers n'importe comment, et surtout avec une énorme mauvaise foi de la part d'un Darmanin qu'on sait menteur, manipulateur et inepte. Voilà, donc on va passer au dernier article, violence contre les opposants à la réforme des retraites. C'est la suite un petit peu du précédent. Là, on est dans le continuum des violences et de l'arbitraire. On est passé en effet de la question migratoire à cette question-là. Il y a un point commun à tout ça, c'est la police. Je pense qu'il va falloir qu'on ait une grande convention citoyenne sur la police. Un grand truc. Alors peut-être pas une convention citoyenne, mais parce que bon, c'est peut-être un Grenelle. Non, je sais pas. Un truc où on les calme, quoi. Je sais pas ce que ça peut être. Malgré un premier pas du gouvernement, les étudiants ne s'estiment pas dupes et comptent bien poursuivre le mouvement. Alors poursuivre le mouvement, sauf que là ils en sont à dire on veut une riposte pacifique, parce qu'ils se sont bien fait tarter la gueule, et ils sont en train de dire bon très bien, comment on pèse politiquement? On a fait des trucs qui marchent pas, on a fait que des trucs qui marchent pas. Tout ce qu'on a fait ça marche pas. On a essayé de cramer des poubelles, ça marche pas, on se fait péter la gueule. Avant ça, on a fait les manifs pacifiques, ça marche pas, on se fait ignorer. Encore avant ça, on a encore essayé d'autres choses, des pétitions, des machins, ça ne marche pas, rien ne marche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'est en train de se demander le mouvement de la jeunesse, les mouvements de jeunesse, les étudiants notamment, malgré un premier pas de manifestation. Alors déjà, il y a un des premiers trucs qui est quand même toujours assez important, qui est très bien, on va parler d'autre chose aussi, parlons de la répression policière.
Parlons clairement de la répression policière, installons ça dans le débat public durablement, et mine de rien, le débat public aujourd'hui est peut-être plus mûr, l'espace public est plus mûr aujourd'hui qu'il n'a pu l'être jadis pour porter ces questions. Entre-temps, il y a quand même eu les Gilets jaunes, il y a eu Black Lives Matter. Je pense que même dans les rédactions, le sujet passe mieux. Je pense que le pouvoir est un peu plus... de toute façon, on le voit au ridicule de leurs réponses. Hein, la violence légitime, machin. Enfin, ils s'en sont condamnés à des mensonges, ils s'en sont condamnés à dire mais est-ce que vous condamnez les violences, machin. Enfin, vous verrez, encore une fois, tout est dans l'épisode de lundi. Là, je vous fais beaucoup de teasing, mais parce que vraiment, on en avait gros. Donc, avec l'intensité des mobilisations ces derniers temps, les chants manifestants n'ont plus aucun secret pour Lucie. Mais j'ai mon préféré, lance l'étudiante, avant d'entonner d'une voix forte devant le blocus de l'université Panthéon-Sorbonne. À bas l'État, les flics et les fachos. La base, s'exclame son ami. Car si elle a rejoint le mouvement contre la réforme des retraites, la manifestation de ce jeudi, organisée à l'appel de la coordination nationale étudiante, concentre surtout l'animosité du peuple vis-à-vis de la répression. Sous quelque forme qu'elle soit, explique Lucie. Comprendre violence policière, l'épisode de Sainte-Soline ayant marqué les esprits, ou bien attaque de l'extrême droite dont la fréquence s'est intensifiée ces derniers jours lors des blocages d'universités. J'imagine qu'au début ils avaient un peu peur de la masse, les fachos dans les centres-villes, et puis que là ils se sont un peu enhardis en se disant il en reste peut-être un peu moins, on peut casser les blocus. Tout s'est passé très vite. Alors voilà, vous le savez peut-être pas, hein, évidemment les fachos font des descentes. C'était déjà le cas en 2019. Hein. En 2019 déjà, quand il y avait des débuts de blocus, les étudiants de la Cocarde, les étudiants de l'Uni, des anciens du GUD, des machins, en lien en général avec les fachos chauds dans leur région, débarquaient pour essayer de débloquer les facs. Ce qui veut dire taper sur les gauchistes en arrivant mieux équipés qu'eux et en repartant vite. Une très vieille méthode des fachos, on en a parlé dans l'épisode d'Alain Madelin. C'était déjà le sport en 68, hein. C'était déjà le sport même dans les années 60. À Montpellier, avec l'histoire du doyen, évidemment, Onduril, toi-même tu connais les bails. Et puis oui, il y en a même qui se sont appelés, qui se sont donné un nom, les Waffen-Assas, pour débloquer Assas, parce que là on a vu Assas bloqué. Assas, je le dis pour les gens qui ne sont pas parisiens, qui ne connaissent pas encore ce truc-là, Assas c'est une grande fac de droite parisienne, qui a la réputation d'être très à droite. Il n'y a pas que des gens de droite dedans, mais c'est historiquement un des bastions de la droite et surtout de l'extrême droite parisienne étudiante. Donc là, un étudiant, Antoine, raconte « Tout s'est passé très vite, ils ont déboulé de nulle part et en 30 secondes, un ami avait le nez en sang. » On en avait parlé dans l'épisode sur Madelin, c'est vraiment ça, on débarque par surprise, mieux armé, on latte la gueule un maximum et on repart. Ça doit être de la terreur en fait, on doit instiller de la terreur, on ne peut pas prendre le risque de rester trop longtemps parce qu'en général ils sont à 15 contre plus nombreux. Alors dans les plus nombreux, tout le monde n'a pas envie de se battre. Si tu veux, il y a des gens qui sont là, ils ont pas, c'est pas des bastonneux. Mais même si t'es 30, qu'est-ce que tu fais contre 15 mecs qui arrivent très vite avec des armes et qui eux veulent tous se battre. Et ils ont des gants renforcés, des gants coquets, tout un tas de matériel que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce que vous voulez faire, même si t'es 40. Par contre, si t'es 40, faut pas que les mecs qui sont que 15 restent trop longtemps parce que des renforts peuvent arriver. Donc ils arrivent et ils repartent. Donc c'est assez lâche, on va dire, comme méthode. Étudiant à l'école normale supérieure, Antoine est formel. Le groupe qui a attaqué les élèves du prestigieux établissement le 23 mars était bien constitué de néo-nazis. Le jeune homme, amer, regrette que ces groupuscules menacent les blocages et les actions mises en place pour protester contre la réforme des retraites. Ils font le jeu de la police, du gouvernement et du pouvoir. D'où la nécessité, selon lui, de se mobiliser précisément contre ces faits aujourd'hui. C'est important qu'une riposte pacifique se mette en place. Ouais. Ou alors, on pourrait dire à l'inverse qu'une riposte d'autodéfense populaire, hein, on peut le dire autrement. Et une manifestation ne pourrait être plus pacifique. Tandis qu'une militante prévenait, au début du rassemblement, de la possible présence d'un bloc, le parcours s'est distingué par une absence totale de heurts. Ça fait du bien, lâche une manifestante. Un groupe de musiciens rythme les chants. Ah, je suis peut-être plus fort là. Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers. L'ambiance est légère, festive, sans l'ombre d'un policier. Seul un homme peste, scandalisé par la pancarte qui trône au-dessus d'une poubelle. Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens. Un classique, hein, encore une fois, c'est un classique de chez classique. Les clients des restaurants observent le cortège, amusés. La scène tranche avec les affrontements des jours précédents. C'est sympa les ambiances calmes comme ça, remarque David, étudiant à la Sorbonne Université sur le campus de Clignancourt. Le mouvement de la jeunesse commencerait-il à s'essouffler avec les récentes concessions du gouvernement vis-à-vis des bourses et du SNU, évidemment. Alors je reviens du nager, il y avait 120 personnes. Et vous pouvez me croire, avec 120 personnes à Clignancourt, ça ne s'essouffle pas. Revalorisation des bourses, recul sur le SNU, gel des loyers du Crous.
On n'aurait pas eu ça si on s'était pas mobilisé, estime Mathieu Avercinq, membre du NPA Jeune. C'est déjà une petite victoire. L'étudiant en master de physique fondamentale garde cependant les pieds sur terre. On n'est pas dupes, hein. Ce ne sont que des miettes. Et nous, on veut pas les miettes. On veut pas la baguette, on veut toute la boulangerie. Affublé d'une veste grise en velours côtelé, le jeune homme aime les métaphores culinaires. Le gouvernement a tenté le bâton, ça n'a pas marché. Maintenant, il tend la carotte. Je pense pas que ça va marcher non plus. Et de conclure, nous on veut qu'une chose, c'est le retrait de la réforme. Ah d'accord, il est tout petit l'article. C'est un tout petit article. Bon, bah écoutez, on a un peu fait le tour. Moi, il va falloir que je... Moi, j'avais dit on arrête à 19h30, bon, on va arrêter maintenant, mais le cœur y était. On va alors, je vais récapituler toutes les infos du stream que j'avais à vous donner. Vous étiez... Ah bah, vous étiez 2400 là, à peu près, maintenant, là, c'est pas mal, ça. Pour un stream, bon, que je voulais durer 1 heure, 2 heures. On est à 1h41. Mais j'ai un autre stream du coup qui est prévu à 20h30. 20h30 je crois. Un stream lors duquel, voici mon script, je vais devoir incarner lors d'un jeu de rôle avec Fibre Tigre, le désormais très connu animateur de jeux de rôle qu'on connaît dans Game of Thrones, etc. Je vais incarner un avocat. Et je vais défendre le cas d'exilés qui demandent l'accès au droit, donc au titre de séjour, à la naturalisation, à l'exil, à l'asile, à l'asile. Et voilà, je vais m'entretenir avec chacun de ces réfugiés, de ces exilés. Je vais leur demander de m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir défendre pour eux devant le juge. On va aller ensemble devant le juge et je vais leur dire, bon bah voilà, présente ton cas comme ça et on va essayer de leur obtenir des titres de séjour, voilà. Ça va être le jeu de rôle tout à l'heure. Un jeu de rôle qui a été évidemment fait avec sérieux. Je suis d'accord, il y en a ils vont dire on peut pas rigoler avec ça. Il y en a ils vont dire aussi, bah en fait c'est une manière aussi ludique de regarder des scènes, de vous mettre dans des situations que vous avez sans doute pas connues et que vous pourriez sans doute pas connaître puisque vous êtes né avec les bons papiers dans le bon pays peut-être. Mais vous en saurez plus sur les conditions qui font qu'on accepte ou non un demandeur d'asile. Quelles sont les persécutions qui sont reconnues par l'État français qui font que vous avez le droit à un titre de séjour, etc. Donc on va faire ça à 20h30 sur la chaîne Chaton, donc la chaîne que je vais raider maintenant. Je vais vous dire au revoir et puis je vais raider. Et puis la suite du programme aussi pour cette semaine. Pour ce qui est de tout ce que je produis, il y a eu un sketch des Marioles là, qui est sorti il n'y a pas longtemps qui était plutôt de moi, donc celui sur Bolloré et France Inter, que je trouve pas assez speed, mais enfin ça on pourra en reparler. Je suis pas là pour raconter trop ma vie aujourd'hui, c'était revue de presse. Lundi, donc là par contre je voulais bien teaser, lundi il y aura un gros OLG de 20 minutes qui s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus. Est-ce que vous condamnez les violences, voilà, qui s'appelle Est-ce que vous condamnez les violences, sans doute que mercredi le portrait de Blast, le nouveau portrait de Blast va sortir lui aussi. Et puis ensuite, jeudi, je crois que je suis à Backseat. Donc voilà, que moi j'ai une grosse semaine. Oui, non, mais je suis d'accord, il y a un souci de rythme dans le chat, dans le dernier truc des Marioles. Mais je pense qu'on va reprendre en main ça quand je pourrais m'impliquer en fait davantage, quoi. C'est-à-dire que là, je fais, voilà, t'as beau avoir envoyé le texte, machin, si t'es pas là derrière après à l'enregistrement des voix ou au montage, en fait, t'as plus la main sur les trucs, quoi. Et moi j'ai d'autres trucs à faire, notamment là on a fait un gros épisode d'OLG, j'étais plutôt pris là-dedans cette semaine au moment où j'aurais dû peut-être regarder ce qui se faisait sur les Marioles. Voilà. Tu vas arrêter des trucs du coup l'année prochaine, oui, probablement. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il est possible que je passe la main sur les portraits et que je sois remplacé dans les portraits assez vite, voilà. Et que je sois remplacé dans les portraits par quelqu'un de qualité. Je peux pas encore dire qui, mais je crois que ça va être de qualité pour quelqu'un qui va arriver sur Blast. Quoi d'autre? Bon, OLG ça continue, et puis voilà, hein. Et on vit une époque de merde, hein. On vit une époque de ouf. Donc on se retrouve à 20h30 sur la chaîne des Chatons Violents, que je vais raider, il faut que je fasse ça maintenant. Et moi, du coup, bah là, voilà, de 19h à 20h30, je vais manger, par exemple, ça pourrait être bien. Je sais pas combien de temps ça dure le stream. Alors, chaton pacifiste, comment je... Alors là, ils sont en train de faire quoi pour une convention citoyenne sur l'immigration? Je sais pas qui y a en plateau. Je crois qu'il y a la camarade de Stupid Economics qui est là.
et je n'arrive pas à voir sinon. Bon, ça me stresse d'être là et d'avoir les gens dans le dos. J'avais l'impression que je suis... Ouais, c'est ça, que je suis dans ma chambre et qu'à tout moment, il y a la daronne qui peut rentrer et m'entendre parler tout seul et je me sens con. Et c'est vrai que tu te sens trop con quand tu parles tout seul dans ton... J'arrive à ça, je m'en refais... Je m'en... Oh. Bon, comment on raid déjà? Je me rappelle plus, moi. Gna 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 gna, gna gna. Ah si, je vais là-dedans, dans tableau des créateurs, machin. Ah attends, faut que je m'abonne à Chaton Pacifiste. Ils sont pas nombreux. Allez lancer la chaîne et écouter la conversation sur Chaton Pacifiste. Voilà quoi. Parce que je serve un petit peu à quelque chose, parce que là j'ai fait mon stream dans mon coin. Après je serai sur le plateau avec eux, mais là j'ai fait mon stream dans mon coin, donc allez écouter ce qui se raconte. Vraiment, je vous le redis, là je streamais pour eux. Je stream depuis les locaux de chez eux. Et l'idée, c'est des gens qui viennent de la Convention citoyenne pour le climat et qui demandent à ce que se tienne en France peut-être un débat un petit peu posé autrement sur la question des migrations, sur l'accueil, hein, sur l'accueil. Est-ce qu'on vit une crise des réfugiés ou une crise de l'accueil? Je vais publier aussi ce replay pour les... Ah putain, j'avais pas publié le truc sur la réforme des retraites. Oh ouais, du coup, oui, juste après, je vais publier les replays que j'avais oublié de publier, parce qu'avant ça se publiait automatiquement et maintenant faut les publier un par un les replays. Donc moi quand t'as fini ton stream, des fois tu fermes le truc et tu fais pouh, j'ai fini mon stream, je suis fatigué, je vais fumer une clope. Donc très bien, et ben là je vais publier les replays de ce soir et le replay de quand on a restreamé par-dessus la soirée Mediapart. Vous voyez? Bon là ils sont une centaine sur Chaton Pacifiste, c'est très bien. On va préparer le raid. Et je vous mets ça, un lien au moins, mais là je peux pas, vous voyez bien, j'ai même pas mon PC, je suis pas chez moi, les gens, c'est compliqué. C'est compliqué, je fais le raid, vous avez pas besoin de lien pour si je fais le raid. Alors merci d'avoir suivi ce stream, on se retrouve à 20h30 sur la chaîne que je vais raid maintenant pour, avec Fibre Tigre, le roleplay sur les questions migratoires. Bon appétit à vous, à tout à l'heure et on se retrouve très vite. Merci d'avoir répondu présent, vous étiez nombreux et nombreux, c'est très bien, on se retrouve très vite. Bisous.